Mesdames, Messieurs, bonsoir. Au 42e jour de la guerre entre les États-Unis, Israël et l'Iran, tout se corse parce que, alors que nous pensions que les phases de négociation étaient déjà pratiquement commencées, même s'il y a eu quelques doutes sur si la délégation iranienne allait arriver au Pakistan, puisque tout va se passer au Pakistan, la délégation iranienne est bien arrivée. J.D. Vance, du côté américain, est en train d'arriver, mais Donald Trump a des propos extrêmement forts ce soir. Voici ce qu'il dit. Il retient la pression, il l'intensifie. Il dit: nous équipons les navires avec les meilleures munitions, encore meilleures que celles que nous utilisions auparavant, pour les réduire en miettes. Les réduire en miettes, il parle bien sûr des Iraniens. Si nous ne parvenons pas à un accord, nous les utiliserons, ces navires bien évidemment, et nous les utiliserons très efficacement. C'est donc, Michel Goya, un changement de ton complètement, j'allais dire, inhabituel, mais le mot est impropre, puisque Donald Trump change relativement souvent de ton. Le changement de ton est inhabituel dans une même phrase pour Donald Trump, c'est trop. C'est trop, il y a un intrus. Non, mais d'abord, il faut quand même rappeler qu'on n'est pas en paix, hein, c'est un cessez-le-feu. Hein, donc, cessez-le-feu temporaire. Temporaire, donc la guerre, de fait, la guerre continue. Donc c'est pas à ce moment-là qu'on va commencer à se déballonner, d'autant plus qu'il y a des négociations qui sont en cours. Donc il y a des rapports qui de toute façon allaient arriver, le groupe porte-hélicoptère du oui, on va les détailler, etc. Enfin tout ça c'est en train d'arriver, donc c'est pas le moment non plus de les arrêter en pleine mer ou de les renvoyer, donc c'est normal que ça arrive. Ensuite, sur la posture de Donald Trump, il est aussi dans une posture de négociation, c'est-à-dire que voilà, il se tape le torse, voilà, attention, je suis le plus fort. Voilà, c'est assez. En fait, c'est pas surprenant. Hein. Au passage, de taille, les nouvelles munitions. J'avoue que je sais pas trop de quoi il peut parler. Oui. Parce que bon, il y a déjà tout ce qu'il faut. Il y a déjà tout ce qui ils ont déjà utilisé tout ce qui était pratiquement possible. Les meilleures munitions, Lucas Manger. Nous chargeons les navires. Ce sont donc les mots de Donald Trump. Que peut-il bien vouloir dire ? Je crois que l'incohérence des propos de Donald Trump commence à devenir épuisant pour tout le monde, y compris. Et je suis pas sûr qu'ils aident beaucoup J.D. Vance dans ses négociations au Pakistan, qui vont commencer dans quelques heures, parce que le fait est que souffler le chaud et le froid en permanence, faire des annonces et des désannonces en permanence, alors certes, ça maintient une dose de pression sur la délégation iranienne aux négociations, mais je suis pas sûr que ce soit totalement productif, et surtout ça oublie le fait que les Iraniens, eux, ont le temps. On dit il y a 15 jours de cesser le feu, mais d'abord, il est très peu probable que les Américains reprennent comme ça la guerre malgré les annonces de Trump, et les Iraniens ont parfaitement le temps. La question du détroit d'Ormuz est devenue une arme de destruction massive pour eux, pour les Iraniens, à leurs mains. Ils l'ont pour un bon bout de temps, ils vont pas la lâcher comme ça, et ils peuvent négocier pendant très longtemps. C'est une grande spécialité des Iraniens de savoir jouer avec le temps, qui est une notion que Trump ne comprend pas. En tout cas, en parallèle de ces négociations, il faut souligner que les forces américaines continuent de se déployer au Moyen-Orient en vue justement d'opérations au potentiel. Des avions de chasse, des avions d'attaque sont arrivés, supplémentaires à ceux qui étaient déjà sur place. Entre 1500 et 2000 soldats américains de cette fameuse 82e division aéroportée pourraient également arriver dans les prochains jours. Nous sommes en ligne avec Sonia Dridi. Voilà, vous voyez sur cette carte tous nos envoyés spéciaux dans le monde entier qui contribuent à nous aider à comprendre. Nous questionnons sur ces plateaux, mais nous allons souvent demander leur avis et surtout leurs informations à nos envoyés spéciaux. Sonia, vous êtes avec nous, merci, en direct de la Maison Blanche. Expliquez-nous, Sonia, ce qui se passe avec Donald Trump, parce que donc là, il est dans l'exercice dans lequel il est le plus à l'aise, c'est-à-dire menacé de sa force, de sa terrifiante force, de sa plus puissante force, ce sont les mots de Donald Trump, pour en même temps être en bonne position pour négocier. Tout à fait. Donald Trump met encore la pression maximale à la veille des négociations. Il a notamment tout à l'heure, dans un message sur son réseau social Truth, parlé d'une remise à niveau, et il a expliqué au New York
Post ce qu'il signifiait par cela. Il a expliqué: on charge les navires avec les meilleures munitions, les meilleures armes jamais construites, et s'il n'y a pas d'accord, on va les utiliser. En même temps, on sait que Donald Trump aimerait beaucoup que ces négociations réussissent, notamment parce qu'il veut tenir son calendrier des 6 semaines. Selon le Daily Mail, il aurait vraiment chargé son vice-président J.D. Vance de trouver une porte de sortie à cette guerre. Et on a appris il y a peu par la Maison-Blanche qu'en plus de J.D. Vance et de ses envoyés spéciaux, il y aurait aussi des officiels du département d'État, du département de la Défense et du Conseil de sécurité nationale en soutien, je cite, au vice-président et aux envoyés spéciaux. Donc c'est un signe que la Maison-Blanche prend ces négociations au sérieux. Il y a tout de même une certaine prudence. On a aussi appris il y a peu que, au départ, Donald Trump pensait faire une allocution télévisée pour annoncer le cessez-le-feu, et il en a été dissuadé par certains responsables qui lui disaient qu'il n'y avait quand même pas assez de clarté, sur ce cessez-le-feu. Oui, Sonia, attendez, parce que ce que vous dites là est extrêmement important, c'est-à-dire il avait déjà prévu, Donald Trump, de faire une allocution télévisée sur le cessez-le-feu, alors que les négociateurs ne se sont même pas encore rencontrés. Oui, en fait, il voulait faire une allocution, selon Reuters, il voulait faire une allocution télévisée pour annoncer le cessez-le-feu qui a été mis en place avec sous l'égide du Pakistan. Mais selon Reuters toujours, et on se disait aussi, je dois vous dire, qu'il n'avait pas parlé aux journalistes depuis l'annonce de ce cessez-le-feu, et donc il aurait été dissuadé par certains responsables de faire une trop grande annonce autour de ça, parce que pour l'instant, ce cessez-le-feu, cette trêve était très fragile. Et toujours selon Reuters, Donald Trump, en privé, se montrait assez pessimiste sur le fait que le détroit d'Ormuz puisse rapidement rouvrir entièrement à la circulation. Merci Sonia Dridi, merci d'avoir été en direct avec nous. Et bien sûr, vous reviendrez sur cette antenne qui vous est ouverte en permanence tout à l'heure. On va de nouveau avoir besoin de vous. Donald Trump, souvent, quand nous prenons l'antenne le soir, nous avons droit à ces posts de Donald Trump, certains d'ailleurs en rafale. Ça a été un peu le cas en fin d'après-midi pour nous, c'est-à-dire un peu plus tôt pour lui. Il faut essayer de le comprendre. Donald Trump a dit ceci, je rebondis sur ce que disait Sonia Dridi à propos du détroit d'Ormuz, de ce levier que possèdent les Iraniens. Nous allons évidemment le détailler dans une bonne partie de l'émission. Mais Donald Trump, qui semble quand même un tantinet inquiet pour ces négociations, dit ceci: les Iraniens semblent ignorer qu'ils n'ont aucune carte à jouer, si ce n'est une extorsion à court terme du monde par le biais des voies navigables internationales. Donc ça, évidemment, c'est une allusion à Ormuz, et il termine avec ceci: s'ils sont encore en vie aujourd'hui, les Iraniens, le régime iranien, c'est uniquement pour négocier. Alors, est-ce que vous pouvez nous aider à comprendre ? J'ai même pas présenté vous tous qui étiez sur le plateau. Je suis en train de m'en rendre compte. Là. C'est absolument. Où est ma feuille ? Bon, de toute façon, je vous connais tous. Oui, voilà, exactement. Est-ce que Xavier Titomal, est-ce que vous voulez réagir ? Alors, il n'y a pas grand-chose à ajouter. Donald Trump, il dit à peu près n'importe quoi et ça n'a aucune valeur aujourd'hui puisqu'il peut dire tout et son contraire dans la même phrase. C'est des phrases schizophrènes qui n'apportent rien. Donc c'est ni dans l'apaisement pour dire on va travailler sur un cessez-le-feu, ni dans la surenchère. Enfin, c'est plutôt d'ailleurs pour annoncer que ce cessez-le-feu n'est qu'une respiration pour pouvoir amener la logistique autour de l'Iran, pour pouvoir reprendre les opérations de plus belle quand ça l'arrangerait. C'est ça le langage qu'il tient aujourd'hui, donc c'est totalement opposé. Non mais moi je voudrais savoir à quoi, alors pardon, je vais avoir l'air d'une idiote, ça ne me fait pas peur d'avoir l'air d'une idiote. Le cessez-le-feu, moi, on en parlait beaucoup pour la guerre entre la Russie et l'Ukraine, et des difficultés de ceux qui souhaitent le cessez-le-feu, de ceux qui ne souhaitent pas, etc. Là, c'est pareil, c'est-à-dire c'est très complexe, j'arrive pas bien à comprendre, donc à quoi ça sert exactement ? Ça sert uniquement à reprendre des forces ? Il y a la pause qui permet normalement de laisser les diplomates négocier, ça c'est une certitude, mais en l'occurrence, pour les deux camps, c'est l'occasion de repositionner des forces, de se redéployer, de déblayer des bunkers qui ont peut-être été entreposés, et pour les Américains, on le voit bien, ça leur permet de continuer à acheminer des éléments sur place qui pourraient utiliser derrière. Et il y a un autre élément pour Donald Trump également, c'est cette question des 60 jours. Normalement, il y a le début de l'opération et 60 jours plus tard, il doit y avoir un vote du Congrès pour savoir s'il peut continuer ou pas. Ah oui. D'après certains qui disent que Trump est en train d'interpréter la loi comme ça l'arrange, cette pause
fait que soit ça repart même à zéro, et il pourrait repartir à zéro, mais théoriquement, quand les forces restent sur place, ça repart pas à zéro. Mais à minima, lui, il va considérer que ça lui recule d'autant son échéance, et il veut avoir plus de force. Donc ça pourrait être, selon vous, Xavier, aussi une des raisons pour lesquelles Donald Trump a accepté cette pause. Pour continuer à accumuler éviter d'obtenir l'aval du Congrès. Richard Verly, vous voulez dire un mot? Elle a quand même eu une vertu, cette pause, c'est qu'elle a relâché la pression sur le marché pétrolier et sur les marchés boursiers. Or ça, ce sont des indicateurs très importants. Ça sont des indicateurs qui sont importants pour Donald Trump. Et pour nous aussi, accessoirement, concédons-le. Donc, pour tous les consommateurs, bien sûr. Le fait que cette pression ait été relâchée. Mais le rapport de Donald Trump au marché, vous avouerez qu'il est spécial. Absolument, il est particulièrement vrai pour les marchés boursiers. D'ailleurs, il le cite, il le dit en permanence, il cite la bourse en permanence comme l'indicateur principal. Après, moi, il y a deux questions à ce stade, outre ces déclarations. D'abord, il dit, ils sont uniquement en vie, je répète pas exactement. Oui, s'ils sont encore en vie aujourd'hui, c'est uniquement pour négocier. Sauf que quand il y a un verbe qui va pas, c'est pas négocier, c'est capituler. Ce que veut Donald Trump, c'est qu'il capitule. Et c'est là où est tout le problème. C'est que le mot négociation dans sa tête à lui et dans la tête des Iraniens n'a pas du tout la même valeur. Les Iraniens vont pour négocier. Et les Pakistanais les ont amenés pour qu'ils négocient, pas pour qu'ils capitulent. Donc là, il va y avoir un premier problème. Et le deuxième gros problème, moi, je ne suis pas dans la tête de J.D. Vance, loin s'en faut. Mais ça va quand même être compliqué pour lui. Parce que si Trump le torpille en permanence avec des messages de ce genre, et par ailleurs, n'oublions pas que J.D. Vance, il a quand même à ses côtés les Dupont et Dupont. Ah, les Dupont et Dupont. Ah, vous les appelez comme ça, vous. Donc, je traduis. Jared Kushner, le gendre du président. Quelle est sa vraie marge de manœuvre ? Steve Witkoff, son envoyé spécial. Il est vice-président des États-Unis, mais quelle est sa marge de manœuvre réelle sur deux affidés de Donald Trump, dont le propre gendre de Donald Trump. C'est quand même pas simple. Mais Samantha. Alors, les Iraniens ne voulaient pas de Witkoff et de Kushner. Ils ont été très clairs là-dessus. Ils ont été très contents d'avoir J.D. Vance. Ils voulaient J.D. Vance, parce que J.D. Vance est perçu par les Iraniens, et pas que par les Iraniens, mais par une grande partie des Américains, comme celui qui ne voulait pas cette guerre. Et d'ailleurs, Trump s'est moqué de lui hier à Washington en disant oui, si J.D. fait pas bien son travail, je sais pas ce que je veux lui faire quand il rentre. Et donc J.D. Vance, en fait, joue énormément. Il a déjà joué sa réputation en s'alliant du côté de Trump, en finalement acceptant que cette guerre, en tout cas publiquement, de dire qu'il soutenait cette guerre alors qu'on sait qu'il ne la soutient pas. Et puis la position iranienne, elle est maximaliste. La position iranienne. Alors, restons un instant, Samantha, vous avez raison de l'amener sur justement J.D. Vance pour bien comprendre, parce que jusqu'au dernier moment, vous avez raison, on ne savait absolument pas qui accompagnerait Jared Kushner et Steve Witkoff, les deux négociateurs américains. Moi, je les appelle pas quand même, je n'ose pas aller jusqu'au Dupont dans la capitale pakistanaise. Mais encore ce matin, des médias iraniens niaient justement l'arrivée d'une délégation américaine à Islamabad. Mais c'est parti, puisque justement J.D. Vance, le vice-président américain, s'est envolé il y a quelques heures, mais le voyage est long pour aller des États-Unis au Pakistan, pour le Pakistan, donc dans Air Force 2. Et voici ce qu'il a dit juste avant de prendre son envol. Nous attendons ces négociations avec impatience. Je pense que ça va être positif. On verra bien sûr. Comme l'a dit le président, si les Iraniens sont prêts à négocier de bonne foi, nous sommes certainement prêts à leur tendre la main. S'ils essayent de se jouer de nous, ils verront que l'équipe de négociation n'est pas très réceptive. Nous allons donc essayer d'avoir des négociations constructives. Le président nous a donné des directives assez claires et nous verrons bien. Oui, Sophia Mara, on a l'impression là que J.D. Vance la joue quand même relativement loyale. Hein. Il mentionne les instructions de Donald Trump, enfin sans dire que ce sont des instructions, mais on sent bien que là il tient un langage trumpien. Mais il ne peut pas faire cavalier seul. C'est son tout le temps. Oui, c'est son vice-président, même s'il n'est pas d'accord avec cette guerre, qu'il ne la voulait pas, qu'il a fini contre son gré par la soutenir. Il était obligé de le faire, mais il est obligé d'affirmer qu'il y va au nom du président et qu'il a reçu des instructions et qu'il va les suivre. Maintenant, sur le discours de Donald Trump, quand vous demandez tout à l'heure et vous avez évoqué sur ce plateau qu'il y avait un risque de voir le travail de J.D. Vance un petit peu sapé. Ce genre de discours en fait partie. Et d'ailleurs, il en fait partie et dans le même temps, ça ne lui facilite pas la tâche. Non pas parce que les Iraniens vont prendre ombrage des déclarations de Trump. Les Iraniens, ils prennent Trump pour un fou. C'est pas ça le problème. Le véritable problème, c'est que quelqu'un qui parle comme ça passe pour quelqu'un de faible. Parce que la carotte et le bâton avant les négociations, c'est normal, c'est courant.
Mais quand on va à ce point pour dire nos meilleurs bateaux, on va vous envoyer nos meilleures munitions, nos meilleurs ceci, ça fait plus partie du discours qu'on tient avant des négociations pour mettre un peu la pression et améliorer les cartes qu'on a en main. Non, ça prouve que vraiment Trump est très très mal et qu'il a compris que Hormuz c'était la nouvelle bombe nucléaire des Iraniens et c'est pour ça qu'il va dans tous les sens pensant que plus il hurle, et plus il utilise la force, là on parle de hurler puisqu'il y a des négociations, et plus il a des chances de se faire entendre. Or c'est tout le contraire, parce que les Iraniens ont compris que Trump, ça allait mal pour lui. Alors, continuons avec un tweet de Donald Trump sur Truth Social qui montre quand même que il tweet beaucoup à propos de ces négociations en cours, donc elles vont peut-être bien se passer, il est peut-être tout puissant, etc., mais il semble quand même quelque peu inquiet par rapport à ce qui va se passer. Voici ce qu'il a dit. Alors là, c'est assez étonnant. Les Iraniens sont plus doués pour manipuler les médias de désinformation et en relations publiques que pour se battre. Là, c'est Lucas Manger, on a l'impression que c'est un... Alors, il y a un petit semblant de compliment aux Iraniens en disant qu'ils sont plus doués peut-être que les médias américains. C'est peut-être ça qu'il veut dire. Oui, puisque voilà, pour manipuler les médias de désinformation, puisque pour Donald Trump, les médias sont des médias de désinformation. Mais, et puis ensuite, évidemment, il termine... Pas tous, oui, bien sûr, mais une majorité, ceux qui n'aiment pas, et que pour se battre. Donc là, par contre, c'est la fin de son tweet, c'est pas très gentil pour les Iraniens, bien évidemment. Non, mais c'est la suite d'une série de messages qui ont commencé en gros depuis une semaine, d'une violence absolument inouïe sur le peuple iranien, sur la religion des Iraniens, les religions des Iraniens, sur ce que c'était que cette civilisation. Souvenez-vous, enfin, je veux dire, on a l'impression que le temps nous bouscule. Voilà, mais enfin, mardi soir, il disait dans quelques heures, une civilisation va disparaître. Oui. Enfin, or, ce sont des messages qui ont énormément choqué, y compris au sein de son propre camp MAGA. Il y a eu des déclarations, notamment, j'en cite une, de Tucker Carlson, qui est quand même un des plus proches, qui était l'un des plus proches de Donald Trump, qui a contribué à son élection, qui est vraiment... Et qui, dans un de ses podcasts, a dit aujourd'hui... on ne peut pas s'attaquer à une religion. Trump a tort de s'attaquer à une religion, parce que quand on s'attaque à une religion, on s'attaque à la foi. Or, quand on s'attaque à la foi, on s'attaque à la foi de chacun d'entre nous. Donc, il parle là, lui, Tucker Carlson, aux évangélistes américains, à cette base électorale, une partie de la base électorale de Donald Trump, c'est loin d'être toute sa base, mais qui est une base très croyante, et c'est la violence des propos racistes, parfois anti-religieux, anti-islam de Donald Trump, inquiète dans son propre camp. Donc je pense que ce genre de message, tel que celui que vous venez de nous lire, a aussi pour but d'essayer de calmer un petit peu les choses. Je ne sais pas si c'est parce qu'on lui a dit, ou si c'est parce qu'il s'en rend compte, pas dans la tête de Donald Trump ni dans son entourage, mais en tout cas, on sent qu'il y a une petite désescalade sur la notion de la civilisation iranienne, du peuple iranien. Et là, il s'est peut-être rendu compte qu'il avait été un peu trop loin. Bah oui, parce que ça le dessert. Faut pas oublier que dans quelques semaines commence une campagne électorale aux États-Unis en vue des élections de midterms, de mi-mandat, qui auront lieu au début novembre aux États-Unis, et que ces élections, pour l'instant, les sondages les donnent très largement perdants, les républicains. Mais ouais, il y a eu énormément sur Truth Social, justement, il y a eu un déversement de la part de ses fans lambda qui lui disaient mais on n'a pas voté pour ça, on a honte, vous avez parlé comme ça le dimanche de Pâques en plus, the F-word. Donc il y a eu vraiment un choc, je pense, chez certains MAGA, mais aussi des personnes très sérieuses aux États-Unis, et pas seulement aux États-Unis, ont quand même alerté que si certaines des choses que Trump menaçait de mettre, de faire étaient faites, ce seraient des crimes de guerre. Alors, est-ce que ses proches conseillers ont eu peur et se sont mis autour de lui, ont dit bon, il faut qu'on calme le jeu, parce que si on regarde la proposition des Iraniens, mais elle est totalement maximaliste. C'est tout ce que Trump ne voulait pas. Donc ce cessez-le-feu, moi je n'ai toujours pas compris pourquoi les Américains l'ont accepté. Parce qu'il n'y a rien qui leur est proposé qui est ce qu'ils veulent. Uniquement parce que la bourse et les marchés l'ont demandé. Ouais, et donc c'est la volonté évidemment de Donald Trump. Mais restons un instant sur cette rencontre au sommet qui va avoir lieu quand même dans quelques heures au Pakistan, dans sa capitale Islamabad. Je rappelle que le Pakistan a des liens étroits avec les États-Unis, et qu'en même temps le Pakistan a une frontière avec l'Iran, et qu'il y a au Pakistan des musulmans chiites, et ça c'est quelque chose qui sied
lié, je dirais, aux Iraniens. Le Pakistan est très proche de la Chine. Et très proche de la Chine en même temps. Mais justement, Richard Verly, les Iraniens semblent beaucoup plus réceptifs à J.D. Vance qu'à ceux que vous appelez les Dupont et Dupont. Et effectivement, ça c'est très, très important pour la suite. Oui, alors si vous êtes iranien, vous arrivez dans la capitale d'un pays qui est un pays musulman, un pays qui met vraiment l'islam sur le devant de la scène, le Pakistan. On a vu des images tout à l'heure de l'hôtel où vont sans doute loger les délégations. Vous avez la statue de Jinnah, Mohammed Jinnah, qui est le fondateur du Pakistan, qui est juste devant l'entrée de cet hôtel. Donc si vous êtes iranien, vous arrivez dans un pays, je rappelle que le Pakistan c'est le pays des purs, la traduction littérale. Vous arrivez dans un pays musulman, vous arrivez avec un vice-président américain dont vous savez qu'il ne voulait pas de cette guerre. Très franchement, c'est plutôt pas mal comme setup. Ça ne veut pas dire que ça va leur réussir, mais sur le plan psychologique, c'est plutôt bon pour eux. Oui, Sophia. Oui, c'est tout à fait vrai. Alors, cela dit, les Iraniens et même les plus extrémistes d'entre eux, je parle de la direction. Rappelez-vous de Mahmoud Ahmadinejad, qui n'avait pas nécessairement besoin de voir une référence à l'islam pour s'entendre avec certains alliés. Rappelez-vous des régimes communistes ou de gauche en Amérique latine, et il a sa relation très particulière avec le Venezuela, qui fut un terrain de jeu pour le Hezbollah et pour l'Iran en matière de trafic de drogue, de blanchiment d'argent, d'entraînement de terroristes, et j'en passe. Donc, la force de ce régime, justement, vous avez absolument raison de dire qu'il a cette dimension religieuse, mais sa force et le danger qu'il représente, c'est qu'il sait s'accommoder de différentes idéologies, et qu'il peut s'allier avec différentes idéologies pour se préserver et pour, dans son dessein hégémonique, pour aller de l'avant. Et c'est ce qu'on a vu en Amérique latine et même ailleurs. Je vous rappelle qu'il y a un Libanais chrétien, syro-libanais, qui vient d'être arrêté pour avoir trafiqué pour le Hezbollah et l'Iran récemment en Amérique latine. Donc ça prouve à quel point ils sont capables de travailler partout, travailler entre guillemets. Non, et puis il ne faut pas sous-estimer la relation entre le Pakistan et les États-Unis. Donald Trump qui dit que le chef d'état-major pakistanais est le meilleur chef d'état-major du monde, que ce chef d'état-major est en train de faire des affaires et des crypto-monnaies avec le gendre de Donald Trump. Et donc il y a beaucoup de synergie, que le Pakistan peut être perçu comme un allié ou un ami par les deux parties. Et c'est ça qui fait sa force aujourd'hui, parce les Iraniens et les Américains ont confiance, peut-être pour des différentes raisons. Sans aucun doute, pour différentes raisons. C'est un peu le Qatar d'hier, sauf que là, lui, il a l'arme atomique. Le Qatar était comme ça, il a joué ce rôle et il s'est retrouvé avec toutes les bombes iraniennes sur la tête. Une question les Américains puissent importante est celle de quelle est la validité, sur quel territoire est valide ce cessez-le-feu. Effectivement, l'Iran et le Pakistan d'ailleurs considèrent que ce cessez-le-feu temporaire touche également le Liban, alors que bien sûr les États-Unis et Israël ne le pensent pas. Mercredi, un déluge de feu d'ailleurs s'abattait sur le Liban, provoquant plus de 250 morts et plus de 1000 blessés. En 1 minute seulement, on vient de l'apprendre, Tsahal a tué 180 terroristes du Hezbollah simultanément dans 3 zones. Hier soir, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a affirmé qu'il n'y avait aucun cessez-le-feu en vigueur au Liban et que les frappes israéliennes sur le Hezbollah se poursuivraient tant que justement la sécurité d'Israël n'était pas restaurée. On l'écoute. Chers habitants du Nord, je suis fier de vous. Vous continuez à tenir bon. Je tiens à vous dire qu'il n'y a pas de cessez-le-feu au Liban. Nous continuons à frapper le Hezbollah avec force et nous ne nous arrêterons pas tant que nous n'aurons pas établi votre sécurité. Nos grandes victoires, tant en Iran que contre l'axe du mal, ont entraîné un changement historique dans le statut d'Israël dans la région. Elles ont également conduit à des changements dans nos relations avec des pays qui n'existaient pas auparavant. Aujourd'hui, le Hezbollah a procédé, c'est Tsahal qui le dit, à une trentaine de tirs du Liban vers Israël. Mais il y a également des frappes israéliennes qui se sont abattues dans le sud du Liban, comme ici à Nabatieh. On écoute, on regarde. Ya Allah, Ya Allah. Et Tsahal déclare justement dans ces frappes précises avoir tué 10 membres des forces de sécurité libanaises. Sophia Amara.
oui, pour le moment, tout continue entre Israël et le Hezbollah. Oui, au départ, on a pensé, dès les premiers instants du cessez-le-feu, que le Liban était inclus dans cet accord, dans ce cessez-le-feu. Mais qui aurait pu le penser ? D'abord, premièrement, c'est les informations qui sont sorties tout de suite. Oui. Et puis, c'est le fameux poste du responsable pakistanais et qui a dit que c'était la cessation des hostilités sur tous les fronts, y compris le Liban. Tout de suite après, Israël a démenti et a dit que le Liban n'était pas concerné et Washington a confirmé en la personne de Caroline Leavitt, la porte-parole, et de Pete Hegseth ou J.D. Vance, il me semble. Mais de toute façon, le plan des Iraniens, qu'on le respecte ou pas, il mentionne le Liban. Bien sûr. Il y a plein de choses qui sont mentionnées de ce plan qui ne plaisent pas aux Américains. Donc ça va être très bien sûr. D'autant que les Libanais disent les Libanais ont toujours fait la guerre pour l'Iran. Je vous coupe pour dire, voyez, regardez Artémis, le retour sur Terre. J'aurai le plaisir tout à l'heure, cette nuit, de vous présenter cette émission. Nous serons tous ensemble pour ce moment, évidemment, historique, inédit, complètement original. On va essayer de le comprendre, de le suivre et de vous en faire partager les moindres détails. Mais pour le moment, partons au Liban. Au Liban, nous sommes en direct avec Anthony Samrani. Anthony Samrani, merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes co-rédacteur en chef du quotidien libanais francophone L'Orient le Jour. Merci d'être avec nous ce soir. Je sais que vous êtes préoccupé par l'impuissance de l'État libanais. Vous avez déjà écrit à ce propos et aussi souvent ce que vous appelez la solitude du citoyen libanais. Ces négociations directes, parce qu'il va y avoir des négociations directes la semaine prochaine, j'avais omis de le dire, entre l'ambassadeur israélien aux États-Unis et l'ambassadrice du Liban, donc annoncées pour la semaine prochaine sous l'égide de Washington. Est-ce que ces négociations à venir sont, selon vous, une réelle opportunité ou un décorum diplomatique, justement pendant que Tsahal poursuit ses frappes ? Un peu les deux. C'est-à-dire que nous étions dans une situation, dans une impasse totale au Liban, à savoir que soit le Liban n'était pas inclus dans le cessez-le-feu et Israël allait continuer de le bombarder en toute impunité pendant des jours, des semaines, peut-être même des mois, soit le Liban était inclus dans le cessez-le-feu à la demande iranienne, et ce qui aurait eu pour principale conséquence de renforcer l'influence iranienne au pays du Cèdre, et donc celle du Hezbollah. Donc quelque part, ces négociations, ils offrent une opportunité à l'État libanais d'être enfin autour de la table. Cela dit, elles ont très peu de chances d'aboutir si elles restent dans le cadre libano-israélien. Pourquoi ? Parce que la première demande israélienne va être une garantie absolue vis-à-vis de son interlocuteur libanais par rapport au désarmement du Hezbollah. Et c'est une garantie aujourd'hui que l'État libanais ne peut pas lui offrir. Donc, si on en reste là, les négociations vont droit dans le mur. Et Netanyahou le sait très bien. Il sait que tout ça est un décorum, comme vous venez de le dire. Cela dit, il y a un troisième acteur. Et comme à Islamabad, on sait exactement ce qu'il y a dans la tête de Netanyahou aujourd'hui. On sait ce qu'il y a dans la tête des Iraniens aujourd'hui. Et la grande inconnue, c'est la tête de Donald Trump. Donc, est-ce que Donald Trump fera en sorte que le dossier libanais soit intégré dans les négociations entre l'Iran et les États-Unis à Islamabad, d'une part, et d'autre part, quel type de pression exercera-t-il sur son allié israélien pour obtenir un deal libanais qui pourrait ressembler au deal qu'il y a eu à Gaza, c'est-à-dire une vaste plaisanterie, mais qui lui suffirait à dire voilà, j'ai eu un succès diplomatique supplémentaire. Oui, mais Anthony, le Liban a été exclu par Donald Trump immédiatement de ce cessez-le-feu entre l'Iran et les États-Unis. Comment c'est perçu par les élites politiques à Beyrouth ? Est-ce que c'est perçu comme un abandon de l'administration Trump ? Oui, certains le perçoivent très probablement comme un abandon. Après, pour être très honnête, ce n'était pas une grande surprise. Je crois que imaginer que l'Iran puisse imposer aux États-Unis et à Israël un arrêt des hostilités au Liban, alors même que la stratégie israélienne consiste à séparer le front libanais du front iranien pour isoler encore plus le Hezbollah, c'était à mon avis assez illusoire. Cela dit,
il y a une différence entre les premières déclarations de Donald Trump qui disait quelque part le Liban, on s'en fiche parce que ça n'importe pas les marchés, ça n'a pas de conséquences sur ma base populaire, etc., etc. Et les messages qui ont été envoyés depuis à Benjamin Netanyahou et qui expliquent, par exemple, que depuis les frappes, depuis le massacre de mercredi, Beyrouth est, disons, plus calme, hein, elle est beaucoup moins ciblée, elle est beaucoup moins frappée, parce que probablement le président américain a mis la pression sur son allié pour lui dire tu calmes le jeu, tu peux te défouler autant que tu veux dans le sud, ça n'intéresse pas les médias internationaux, mais Beyrouth, tu évites le temps des négociations. Dernière question, Anthony. Et quel rôle peut jouer, selon vous, l'armée libanaise dans ces conditions ? Et est-ce que vous avez l'impression qu'au Liban, on est en train de basculer dans la guerre civile ? Je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur. Alors, je vais essayer d'y répondre rapidement, ces deux questions difficiles. L'armée libanaise, elle devrait jouer un rôle central, car la seule aujourd'hui entité capable, je veux dire politiquement, capable de réellement désarmer le Hezbollah, c'est l'armée libanaise. Est-ce qu'elle peut jouer ce rôle ? Aujourd'hui, non. Pour plusieurs raisons. Pour des raisons structurelles, donc un manque de moyens, un manque, vous savez, tout ce qu'on dit sur les salaires de l'armée libanaise, le manque de préparation, le déséquilibre des forces avec le Hezbollah, etc. Mais à mon sens, tout ça est secondaire par rapport aux deux autres raisons. La deuxième, ce sont des raisons politiques, c'est-à-dire que désarmer le Hezbollah aujourd'hui, c'est soit un accord avec l'Iran qui décide, voilà, le mouvement va poser ses armes, soit le désarmer par la force. Or, le désarmer par la force, ça risque de créer des tensions énormes dans le pays et l'armée n'est pas prête aujourd'hui à être au cœur de ces tensions. Et la troisième raison, qui est à mon avis malheureusement la pire, c'est que c'est une armée qui s'est habituée pendant des décennies à jouer un rôle assez passif et qui s'est habituée au pire à collaborer avec le Hezbollah, l'appareil sécuritaire libanais a collaboré, au mieux, au meilleur des cas, à le regarder comme un élément avec qui on doit pas coopérer, mais cohabiter pour éviter une confrontation interne. Et c'est très difficile aujourd'hui pour l'élite de l'armée de changer ce mindset. La guerre civile, à mon avis, la meilleure course vers la guerre civile... Oui, pardon de vous couper. Oui, je disais, à mon avis, ce qui risque de déclencher une guerre civile, c'est au contraire, c'est la passivité de l'État. C'est-à-dire que plus l'État est passif, plus les autres communautés vont se dire « Ah, c'est à nous de nous défendre », donc vont se réarmer, et donc on risque d'avoir des tensions directes et vers un scénario qui ressemblerait beaucoup plus à ce qu'on a vécu entre 1975 et 1990. Merci beaucoup, Anthony Samani, d'avoir été avec nous en direct de Beyrouth au Liban. Merci infiniment. Vous vouliez réagir, Non, Michel Goya. Finalement, Anthony a à peu près tout dit, mais il faut bien revenir sur la stratégie israélienne. C'est-à-dire les Israéliens ne peuvent pas détruire le Hezbollah. Ils le savent, ils ne peuvent pas le détruire. C'est impossible. Le Hezbollah, ça reste l'organisation armée la plus puissante du monde, la plus forte. C'est un véritable État dans l'État. On ne peut pas le détruire, on peut le bombarder. L'organisation armée la plus puissante du monde ? Ah oui. Non étatique, oui, bien sûr. Non, non étatique, bien sûr. Bien évidemment. Oui, une organisation armée. Et donc la stratégie israélienne consiste, elle est triple. Hein. C'est d'abord essayer effectivement de couper le Hezbollah de l'Iran, à la fois physiquement, donc ça a parti le cas avec la chute d'Assad. Ce serait encore mieux si le régime de changer à Téhéran, ça c'est l'idéal. Mais ça c'est la première partie. La deuxième partie, c'est de taper directement sur Hezbollah pour l'affaiblir. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est tondre le gazon, c'est l'affaiblir, c'est-à-dire le taper, le plus durement possible, si possible au sud du Litanie, etc. Et le taper tellement fort aussi, et c'est pas pour rien, hein, c'est aussi volontairement. On appelle ça la doctrine d'Aya, c'est faire pression aussi sur l'environnement, c'est-à-dire faire pression aussi sur le Liban, et notamment sur l'État libanais, en disant, on vous tape dessus parce que vous ne faites pas le job. Ça fait au moins 20 ans, depuis au moins la résolution 1701, que les Israéliens pressent l'État libanais pour qu'il désarme le Hezbollah. Or, l'État ne le peut pas. Et ça, c'est toute une sorte de tragédie grecque qui dure depuis 20 ans.
et dans laquelle on continue à s'inscrire. Et là, je termine juste là-dessus, on est dans une situation où Netanyahou a décidé d'utiliser les quelques jours qu'il a probablement devant lui pour encore frapper encore plus possible sur le Liban et presser le plus possible à la fois le Hezbollah et les Libanais. On va d'ailleurs aller demander son avis dans quelques instants à Stéphane Goldin en direct d'Israël. Mais Sophia Amara voulait réagir. Oui, juste pour rebondir sur ce qui a été dit concernant la nécessité de désarmer le Hezbollah ou de renforcer l'armée libanaise pour qu'elle puisse enfin jouer son rôle et être la seule force qui ait le monopole des armes au Liban. Parce que c'est ça, c'est ça l'objectif finalement. Alors, bien sûr, Anthony a très bien expliqué depuis Beyrouth qu'il y a une crainte de voir l'armée se scinder en deux, voir la communauté chiite quitter l'armée ou qu'il y ait des clashs ou même une guerre civile si l'État libanais tente de désarmer le Hezbollah de force. Mais au final, beaucoup de Libanais pensent que la situation actuelle est pire encore. Ouais. Et que finalement, cette armée qui a été renforcée par les Américains, par des aides américaines, qui est soutenue d'une certaine manière par la France, peut-être que la France n'en fait pas assez, et bien que finalement, il faut y aller et il faut dégommer le Hezbollah, c'est-à-dire lui retirer ses armes et lui le renvoyer au Parlement dans une vie politique normale, mais rendre les armes et le monopole des armes à l'État libanais, ce que l'État libanais n'a pas fait, alors qu'il aurait pu en profiter, d'autant que la Syrie est tombée, d'autant que Nasrallah a été décapité, et ça fait 1 an et demi que le Liban semble paralysé. Écoutons ce qu'a dit tout à l'heure, aujourd'hui même, le chef d'état-major israélien, Eyal Zamir. Il est très clair que la guerre continue. Les forces armées israéliennes sont en état de guerre. Nous ne sommes pas en cessez-le-feu. Nous continuons à nous battre ici sur ce front. C'est pour nous le principal front. En Iran, nous sommes en cessez-le-feu, mais nous pouvons reprendre nos opérations là-bas à tout moment et avec une grande intensité. Nous sommes en direct, je vous le disais à l'instant, avec Stéphane Goldin. Stéphane Goldin, bonsoir, vous êtes analyste sécuritaire, vous avez commandé une unité d'élite de Tzahal. Merci d'être avec nous en direct d'Israël. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la semaine prochaine à Washington, il y aura des négociations directes entre le Liban et Israël qui vont débuter. Donc ce seront donc, Stéphane Goldin, des négociations sous le feu, puisque Israël refuse d'intégrer ce cessez-le-feu de 2 semaines qui a récemment été conclu entre les États-Unis et l'Iran. Donc comment ça peut fonctionner ? Écoutez, c'est très simple. Israël continue d'attaquer les forces terroristes du Hezbollah. Maintenant, il y a une négociation qui va se faire en direct avec le Liban, avec le gouvernement libanais. Je pense que c'est une chance et pour Israël et pour le Liban. On verra comment les choses sortent de ces négociations. C'est les premières négociations qui ont lieu directement avec sûrement l'égide des États-Unis. Et on l'a vu déjà aujourd'hui lors de la discussion qui s'est passée entre les 2 ambassadeurs, l'ambassadeur d'Israël et l'ambassadeur du Liban. Donc concrètement, Israël va débuter cette négociation directement avec le gouvernement libanais. Parallèlement, Israël continuera de frapper les terroristes du Hezbollah. Il faut savoir, simplement pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, Israël a été frappé pratiquement une centaine de fois par des drones, par des roquettes. J'ai fait le calcul aujourd'hui, Israël a été touché toutes les 24 minutes. Il y a eu un tir venant du Liban sur le territoire israélien. Donc comprenez aussi la population du sud, du nord d'Israël qui peut aussi être un petit peu exaspérée par cette situation. Stéphane Goldin, mercredi, il y a eu ce que certains appellent un massacre qui a été commis par Israël au Liban, avec, je vous rappelle, la mort de plus de 250 personnes civiles et à peu près 1000 blessés. Donc on se demande quand même on voit bien que la pression militaire semble être le seul levier pour le moment pour forcer le Liban à accepter des conditions de désarmement du Hezbollah. Mais alors pourquoi négocier ? Pourquoi aller négocier ? C'est parce que c'est sous pression de Donald Trump ? Je pense concrètement que les seuls qui vont pouvoir un jour ou l'autre se débarrasser du Hezbollah, ce sont les Libanais. Vous savez, quand on regarde le Liban, c'est quoi ? C'est 18 communautés, si mes souvenirs sont bons, et actuellement, il y en a 17 qui s'opposent d'ailleurs au Hezbollah. Il y a eu même une décision par le gouvernement libanais qui a été prise à l'unanimité, il me semble, avant-hier, franchement condamnant le Hezbollah. Donc c'est le moment aussi peut-être de donner des moyens au gouvernement libanais, à son armée, de franchement faire le travail qu'il faut faire. Parce que jusqu'à présent, malheureusement, l'armée libanaise n'a pas les moyens et n'a pas la capacité de pouvoir désarmer le Hezbollah. Quant à ce qui s'est passé mercredi, il
faut rappeler quand même une chose, c'est qu'il y a eu énormément de terroristes qui ont été éliminés. Il faut savoir qu'il y a aussi énormément de terroristes qui se cachent à chaque fois dans des zones avec des civils, au milieu des civils. C'est toujours cette même lâcheté que l'on connaît. Merci Stéphane Goldin. Malheureusement, on est obligé d'interrompre cette conversation parce qu'on a vraiment une soirée très riche ce soir. Rappelons que ce qui est important, c'est que les négociations vont commencer, en tout cas une rencontre va commencer entre des négociateurs américains, dont le vice-président J.D. Vance, qui est actuellement dans son avion en train d'arriver à Islamabad. De leur côté, les Iraniens sont arrivés et on sait bien que la difficulté pour J.D. Vance sera de conditionner tout accord de paix durable, je dis bien durable, à la réouverture immédiate et sécurisée du détroit d'Ormuz. Et ça sera pas facile, parce que le détroit d'Ormuz, c'est justement le plus délicat, le point le plus délicat à négocier dans ces pourparlers. Est-ce que on aimerait comprendre comment ça va se passer? On sait simplement que le Premier ministre britannique, Keir Starmer, parce que la diplomatie va tous azimuts, a passé un coup de fil à Donald Trump hier, et ils ont entre autres évoqué ce détroit d'Ormuz. J'ai eu un entretien avec le président Trump hier soir et je lui ai exposé le point de vue de la région. Nous avons passé la majeure partie de notre conversation téléphonique à discuter du plan concret qui sera nécessaire pour assurer la navigation dans le détroit et du rôle que le Royaume-Uni joue depuis quelques semaines maintenant, celui de rassembler une coalition de pays qui compte désormais plus de 30 pays, travaillant sur un plan politique et diplomatique, mais examinant également les capacités militaires et la logistique nécessaire pour faire passer les navires dans le détroit. On voit bien, Lucas Manger, que le point principal, c'est Ormuz. C'est le point essentiel. Et cette coalition dont parle le Premier ministre britannique, elle a un objectif, c'est rappeler, évidemment, rouvrir le détroit d'Ormuz, mais aussi rappeler à Donald Trump qu'on ne joue pas comme ça avec la géographie ni avec le droit international. Et c'est-à-dire que il y a une espèce de lubie du président américain là qui passe peut-être sous forme de provocation, de blague, quand il dit on va ouvrir un péage avec les Iraniens. Non, mais on va en parler là. Ça vaut la peine qu'on commente, parce que c'est vraiment une espèce d'obsession. Non, mais juste pour qu'on puisse en parler, remettre les choses sur la table, si j'ose dire. Il ne peut pas y avoir, dans le cadre des conventions internationales et du droit maritime, mais surtout de la convention de Montego Bay, qui a été signée par les États-Unis mais pas ratifiée, pareil pour l'Iran d'ailleurs, signée mais pas ratifiée, de droit de péage en dehors d'ouvrages de construction humaine, c'est-à-dire par exemple le canal de Panama. Donc pour le canal de Panama, il y a une intervention humaine pour ouvrir un passage et donc il y a un droit de péage. Pour tout le reste des océans, il ne peut pas y avoir de droit de passage, sauf à assumer et à dire, et peut-être que c'est ce qui va se passer, je n'y crois guère, mais ce qui va se passer là dans les négociations à Islamabad, de dire en fait c'est terminé. Ce droit international est terminé, il est caduc, et on va ouvrir maintenant des discussions. Et pourquoi pas, donc dans ce cas-là, ça veut dire, j'extrapole complètement, on pourrait faire payer tous les navires qui passent par par Ouessant, au large de Ouessant, dans la Manche, le rail d'Ouessant, il y a des centaines de bateaux chaque jour, la France pourrait décider, enfin, on n'en est absolument pas là, mais c'est évidemment le point central, parce que, c'est ce que disait Richard tout à l'heure, c'est le point c'est ce qui concerne le pétrole, les finances et les bourses. Alors, exactement, et vous avez raison, ces sujets-là sont des obsessions de Donald Trump. Alors, péage ou pas péage, telle est la question. C'est une question capitale à propos de la guerre en cours, qui n'est pas terminée, justement, entre autres, à cause de ce sujet. Alors, je dirais que cette question du péage est encore une Trumperie, si vous me permettez l'expression. C'est-à-dire que Donald Trump, après avoir exprimé de l'intérêt pour ce péage, mercredi, en évoquant même pratiquement une joint venture, voilà ce qu'il avait dit mercredi, à propos du péage. C'est une excellente chose. Nous envisageons de le faire sous forme de co-entreprise, voilà. C'est un moyen de sécuriser la voie. Eh bien, aujourd'hui, bien sûr, il a changé d'avis. Demandons son avis à Mika Blujon. Mered, vous êtes là. Bonsoir, Mika, vous êtes chercheur en géopolitique, spécialiste des pôles. Et vous aimez également aller au Moyen-Orient pour donner vos analyses. Donc, on attend la vôtre ce soir. Cette question du péage. Est-ce que c'est ça le point le plus difficile à régler à Ormuz? Et comment entendre Donald Trump qui
parfois ose dire, se laisse aller à sa vraie nature, que finalement, pourquoi pas, et surtout si les États-Unis pouvaient en tirer un certain bénéfice. Oui, alors je suis chercheur sur l'épaule, mais chercheur sur la transition énergétique aussi. Voilà, c'est ça. C'est ce qui fait qu'on s'occupe des questions d'Ormuz. En fait, le sujet du péage aujourd'hui, il est assez clair, c'est qu'à dire que c'est absolument illégal en droit international, dans un détroit naturel, de imposer une restriction à la navigation, quelle qu'elle soit. Que ce soit d'un point de vue maritime ou que ce soit d'un point de vue aérien, on a le même genre de droit en la matière. Là, ici, l'enjeu du péage, c'est qui, évidemment, peut faire payer, comment paye-t-on, crypto-monnaie, yuan, dollar, qui va faire payer au sens, est-ce que ce sont les gens qui sont sous sanction, est-ce qu'évidemment c'est un intermédiaire, et puis le troisième élément, bien sûr, ici, c'est en fait comment dépasser cette illégalité. Oui, d'accord. Enfin, surtout, ce dont j'ai l'impression, c'est que Samantha Bendern, illégal, le droit international, certes, mais les Iraniens sont, au dire de certains, déjà en train de faire payer ce péage. $1 le baril. Donc, nous sommes en direct. Voilà, nous sommes en direct. Évidemment, le soir, le vendredi soir, c'est souvent les images que vous voyez, c'est Donald Trump qui interrompt pour quelques minutes notre émission parce que nous suivons ce que fait le président Trump. Il est en train de quitter Washington, bien sûr, avec pour Eric, se rendre à Mar-a-Lago. Et va-t-il parler à la presse? De qui est-il? Eric qui l'accompagne. Eric Trump à ses côtés, oui, c'est son fils. C'est ça, vous voulez nous en dire quelques mots, Samantha? Son fils est aussi quelqu'un qui a des intérêts de crypto-monnaie un petit peu partout dans le Golfe. Donc, est-ce qu'ils sont en train de parler du fric qu'ils vont se faire à Islamabad ce week-end? On n'en sait strictement rien. Vous m'aviez posé une question sur le donc, il est en train... Bon, il est en train de prendre l'hélicoptère, non pas pour se rendre à Mar-a-Lago, je précise, mais pour se rendre à Charlottesville, où il va avoir une rencontre avec des supporters, bien sûr, de la planète MAGA, j'allais dire. Et c'est très important, ça montre bien à quel point Donald Trump, en pleine guerre, alors qu'il menace de toute sa puissance, de nouveau, de toute son armada, les Iraniens, et qu'il est parallèlement en train de mener des négociations à Islamabad, eh bien, il pense aussi à ceux qui vont potentiellement voter pour lui. Oui, absolument, parce que il y a une grande partie des MAGA aujourd'hui qui sont en train d'exprimer leur désarroi et leur grand mécontentement vis-à-vis de cette guerre en Iran. Et on ne parle pas seulement des stars MAGA comme Tucker Carlson, comme Marjorie Taylor Greene, comme d'autres grands podcasteurs qui, eux, font beaucoup de bruit et condamnent cette guerre très ouvertement, mais on voit des supporters lambda qui aiment échanger avec le président sur son réseau Truth Social, qui écrivent des choses en disant « j'ai voté pour vous, je le regrette, je suis déçu, vous m'avez trahi ». Et il y en a aussi beaucoup qui disent vous êtes en train d'accomplir la volonté de Dieu en vous débarrassant de tous les infidèles. Donc on voit un peu tout, mais on voit vraiment cette fronde MAGA dont Trump est conscient. Et donc, est-ce qu'il va essayer de convaincre ceux qui doutent encore de la sagesse de son acte de guerre dans le Moyen-Orient? On ne sait jamais, mais en tout cas, il va sans doute l'essayer. Le problème avec Donald Trump, c'est qu'il dit tellement de choses il est capable de dire tout et son contraire dans une phrase. Mais Mika Blujon, alors effectivement, vous l'avez dit, et tout le monde le sait maintenant, la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer a été signée par Oman. Je rappelle que c'est le sultanat d'Oman qui copartage ce détroit, non ratifié par les États-Unis et l'Iran, interdit de faire payer, certes, mais Téhéran pourrait tout de même instaurer des coûts pour certains services comme le pilotage, le remorquage, les services portuaires. Je rappelle que c'est ce que la Turquie fait dans le détroit des Dardanelles. Ou c'est ce que la Russie fait aussi, par exemple, dans la zone arctique, où en ayant dragué un certain nombre, c'est-à-dire creusé le fond marin d'un certain nombre de détroits sur le passage du Nord-Est, donc le long des côtes russes dans l'Arctique, ils ont ensuite décidé d'activer l'article 211, l'article 234, etc., de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, pour faire payer effectivement, par exemple, des escortes avec des brise-glaces nucléaires. Ici, ce que l'Iran essaye de faire, c'est de jouer sur une zone grise, effectivement, qui est en fait plus noire que grise en réalité, en disant très clairement, voilà, on a miné la route principale, en tout cas c'est ce qu'il
C'est ce qu'ils disent. C'est pas sûr que ce soit vrai. Et je pense qu'on est assez tous dubitatifs sur ce plateau, effectivement, à ce sujet. Mais bon, le fait qu'il y ait un doute, évidemment, limite de toute manière le trafic. Bref, donc en ayant posé ça, ils essayent, et ils y sont arrivés, à rediriger le trafic autour de l'île de l'Arak, et en redirigeant le trafic tout au nord donc de cette île de l'Arak, les bateaux passent dans les eaux intérieures, c'est-à-dire en amont de la ligne de base côtière de l'Iran. Et pour les Iraniens, eh bien, selon la loi nationale de 1993, ils font ce qu'ils veulent dans ces eaux-là. C'est contraire au droit international, bien sûr, mais de fait, ici, ils considèrent que comme ils n'ont pas ni signé ni ratifié la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, de toute manière, ils s'en lavent les mains. Évidemment, c'est pas si simple. Mais comme beaucoup de navires, certains navires qui passent commencent à payer, ils sont en train d'instaurer un précédent, et c'est ça qui fait peur aussi, sans parler des compagnies d'assurance, parce que les compagnies d'assurance... pour le moment, elles sont frileuses, hein. Comment ? Elles sont frileuses. Elles sont très frileuses. Et un bateau qui n'est pas assuré, il ne va pas passer. Et puis les équipages qui sont bloqués dans le Golfe, là, il y a beaucoup de témoignages qui sortent, leur santé mentale va très très mal. Ils sont nourris, ils ont assez à boire, ils sont logés, mais psychologiquement, ça commence à se passer très très mal sur ces navires qui sont bloqués depuis 6 semaines longtemps dans le Golfe. Alors l'Iran cherche par tous les moyens à conserver bien évidemment cette emprise, cette fameuse emprise qu'elle a sur le détroit d'Ormuz, et même par des moyens législatifs, puisque un projet de loi de son Parlement, le Parlement iranien, a été modifié pendant la guerre, mais c'était un projet qui existait déjà avant la guerre. Le projet s'intitule, je cite, « Loi d'action stratégique pour la paix et le développement du Golfe Persique ». On écoute le président de la Commission de la sécurité nationale du Parlement, devant laquelle elle vient de passer ce projet de loi. Nous l'avons clairement indiqué. Après l'adoption de cette loi, le détroit d'Ormuz sera définitivement placé sous le contrôle total des forces armées et des autres organes de sécurité. Même si, dès à présent, je rappelle à la noble nation de l'Iran islamique que tous les mouvements, le trafic et les allées et venues dans le détroit d'Ormuz sont soumis à un contrôle strict, précis et calculé de la part de nos forces armées. Bon, donc il y aura un paiement en rial, c'est ce que souhaite Xavier Titelman, l'Iran, c'est-à-dire tout ce qui contribue à dédollariser l'économie mondiale. Mais en réalité, c'est même pas ça le problème, c'est qu'ils prétendent qu'ils vont prendre possession et qu'ils décident que le détroit d'Ormuz leur appartient et que donc tout ce qui passe dedans leur appartient. Tout comme la Russie prétend que le Donbass lui appartient. Mais le problème, encore une fois, c'est la limite de capacité. La Libye, par exemple, prétend qu'il n'y a pas d'espace aérien international sur la Méditerranée, et quand on veut passer dans cette zone, la Libye considère que c'est à eux et qu'ils peuvent venir abattre nos avions de chasse et nos avions de patrouille maritime qui peuvent patrouiller la zone. Ça, c'est simplement la capacité de l'Iran à empêcher les autres navires ou avions de passer dans la zone, et c'est donc à la communauté internationale de ne pas se laisser marcher sur les pieds. Est-ce qu'il va falloir établir une force qui permettra d'imposer un trafic libre dans la région? Parce que là, on ne peut pas simplement accepter que l'Iran s'accapare toute une zone qui est absolument... Mais enfin, on va pas créer des forces tout le temps dans le monde entier pour sillonner, essayer de s'imposer. On a déjà bien du mal à s'imposer, comme vous savez, Xavier Titelman, dans bien des endroits. Donc, j'ai malheureusement l'impression que, effectivement, vous écoutez, vous avez raison. Mais ceux qui violent le droit international sont nombreux. Nous avions ça au large de la Somalie, avec des task forces qui étaient présentes pendant des années et des années, dans lesquelles on a été capable d'imposer une sécurité dans la zone de liberté de navigation. Si l'Iran demain veut imposer son joug et ce passage, d'abord, c'est peut-être aux pays de la zone d'être les premiers à agir. C'est les pays bénéficiaires d'être les premiers qui devraient se bouger, que ce soit la Chine... Donc là, il s'agirait des pays du Golfe, qui justement essayent de créer une force, et pour le moment, ils n'y arrivent pas. Oui, Mika, je sais que vous voulez dire un mot. Non, bien sûr, juste vous rappeler qu'il n'y a pas que les pays du Golfe. Ici, le principal enjeu pour la question du détroit d'Ormuz, ce sont les pays asiatiques. Oui. Je ne parle même pas des pays africains ici, qui sont directement impactés par tout ce qui ne passe plus par Ormuz. Et on parle beaucoup du pétrole, on parle beaucoup du gaz naturel. Alors quoi, ça serait les pays asiatiques qui créerait cette force. Mais en réalité, tout cela a commencé aujourd'hui. L'engagement diplomatique des pays asiatiques sur cette question de l'Iran et d'Ormuz a commencé avec le Pakistan. Le Pakistan est le premier des pays asiatiques à être dépendant
d'un certain nombre de marchandises qui passent par Hormuz. Et de fait, l'engagement pakistanais très tôt dans la guerre, c'est pas juste lié au fait que c'est un pays frontalier, c'est pas juste lié à la question du Baloutchistan, c'est d'abord et avant tout lié à la question de on doit réouvrir Hormuz, pas juste pour le pétrole, pas juste pour le gaz, mais également pour le soufre, pour l'urée, pour l'ammoniac et pour pléthore d'autres produits qui sont absolument importants, pas juste pour le Pakistan donc, mais pour le Venezuela, pour la Malaisie, pour le Vietnam, pour la Corée du Sud, et ça va loin. En un mot, regardez ce qu'a dit le président sud-coréen aujourd'hui, qui a dit très clairement, on va prendre parti, et de fait, qui suit l'Iran, et qui dit très clairement, voilà, Israël, les atrocités qu'Israël fait contre les Palestiniens, ce sont les mêmes atrocités que ce qu'ont fait les Japonais contre nous en Corée. De fait, la Corée du Sud envoie un envoyé spécial à Téhéran. La Corée du Sud dit très clairement, voilà, j'ai pris mon parti parce que j'ai besoin de l'énergie et des matériaux. L'information ce soir, c'est Donald Trump qui prononce ces mots. Nous chargeons les navires. Je cite Donald Trump à un quotidien new-yorkais, ces mots qui confirment que justement les États-Unis sont prêts à continuer cette guerre contre l'Iran. Je cite avec les meilleures armes jamais fabriquées à un niveau encore plus élevé que ce que nous utilisons pour procéder à une décimation complète. Alors si ça c'est pas une menace dans des termes paroxystiques, Lucas Manger, je ne sais pas ce que c'est. C'est le vocabulaire trumpien, et donc il faut le prendre, j'allais dire, avec beaucoup de hauteur. Je suis pas sûr que ça aide énormément son vice-président J.D. Vance dans le début de ses discussions dans quelques heures à Islamabad, mais c'est une manière pour Donald Trump aussi et surtout, je pense, de masquer l'échec stratégique de son opération. Je dis pas que tout est un échec, loin de là. Militairement, il y a eu des succès, mais stratégiquement, l'opération la Epic Fury n'est pas un gigantesque succès comme il l'espérait. Et vous savez à quel point Trump a besoin de créer un narratif, comme on dit aujourd'hui, en tout cas d'être au centre de l'actualité en permanence. Oui. Dès qu'il ne l'est pas pendant quelques heures, on sent qu'il y a une espèce de facto, il y parvient. Il y parvient, tout à fait. Mais donc là, c'est, voilà, on charge les navires, on a les meilleurs missiles qui sont déjà dans les tubes, c'est prêt à partir, voilà, en fait, ça ne veut plus dire grand-chose. Non, je ris, mais effectivement, c'est pour pas moi, risible. Je sais pas, Michel. Michel. Je pense que les Iraniens s'en foutent complètement. De tous les mots de Donald Trump. Ah oui. Alors, justement, c'est destiné à son électorat. Pardon de vous couper. Voici les hélicoptères de Donald Trump qui sont en train d'arriver sur la base Andrew. Il ne se rend pas à Mar-a-Lago ce week-end, mais à Charlottesville pour participer à un meeting. Ça, c'est Marine One, pour faire la différence avec Air Force One, qui est géré par l'armée de l'air. C'est les Marines qui gèrent les hélicoptères de la flotte présidentielle américaine. Donc, c'est pour ça que c'est. Donc, les hélicoptères que nous voyons sont gérés par les Marines. Les Marines américains. Et donc, c'est pareil, c'est des systèmes absolument incroyables. Ils coûtent des centaines de millions de dollars chacun par les protections, les systèmes d'évacuation, les détecteurs qui sont embarqués dessus. Ils sont toujours deux. Il y a toujours des systèmes qui sont encore derrière pour pouvoir les escorter au cas où. Voilà. Donc, c'est le déploiement de forces américaines, évidemment, qui s'exprime par là. Oui, Richard Verly, ça c'est effectivement Donald Trump qui, en début de week-end, se déplace là pour aller à un meeting. Oui, ce qui est intéressant, c'est que Donald Trump cherche quand même à conserver le contact avec sa base, avec la base MAGA. Il veut continuer de la galvaniser. C'est difficile dans les circonstances actuelles pour les raisons qu'on a évoquées, notamment le fait qu'un certain nombre d'influenceurs puissants, Tucker Carlson, mais pas seulement lui, Joe Rogan par exemple, se sont tous rebellés contre la conduite de la guerre et contre cette guerre. Donc Donald Trump, il est en train au fond de profiter de la trêve, du cessez-le-feu, pour mener une contre-offensive politique. C'est ce qu'il va faire. À partir du moment où, en tant que commandant en chef, il est moins sollicité par les opérations militaires, puisque pour l'instant, elles sont en mode pause, c'est le commandant en chef politique qui va reprendre le dessus. Maintenant, la partie est difficile, parce que les Américains, y compris au sein de sa base MAGA, ont quand même compris que le bilan de cette guerre, il est globalement négatif, et que la promesse qu'il avait faite de ne pas engager les forces, elle a été trahie. Et puis il y a deux échéances qui l'attendent. Il y a d'abord l'échéance des 60 jours depuis le début de la guerre, qui sera dans 18 jours, à partir de quand il devra demander l'approbation du Congrès pour continuer. Et puis l'échéance des midterms qui approche à vitesse grand V. Et là, je pense que là, il doit avoir peur, parce qu'il y a beaucoup de... là, j'ai compté une quinzaine de députés républicains qui se sont récemment exprimés de façon extrêmement négative aussi par rapport à cette guerre. Donc
ce ne sont pas des podcasters, ce sont juste des républicains, des députés, mais d'endroits comme le Texas, comme l'Alabama, le Kentucky. Donc voilà. Alors que nous voyons Marine One sur l'écran en direct utilisé par Donald Trump qui se rend à un meeting. Ce même Donald Trump a tweeté toute l'après-midi et indiqué que effectivement l'armada américaine continuait à être présente, à se déployer, à s'intensifier, à intensifier sa présence au Moyen-Orient puisque les forces américaines continuent en vue d'opérations potentielles en parallèle des négociations qui vont commencer demain dans les heures qui viennent à Islamabad, la capitale du Pakistan. Des avions de chasse, des avions d'attaque supplémentaires ont été envoyés, entre 1200 et 1500 et 2000 soldats. Michel Goya de la 90e division aéroportée, pourrait arriver dans les prochains jours. Tout indique l'USS Bush est encore dans l'Atlantique, le USS Boxer avec ses escortes est également sur place. Personne n'est parti. Non, encore une fois, la guerre n'est pas finie, c'est juste un cessez-le-feu, c'est-à-dire une suspension des combats. Donc c'est pas à ce moment-là qu'on désarme et qu'on rentre à la maison. Donc là, ce sont en réalité des déploiements qui étaient déjà prévus et qui continuent donc à se mettre en place, qui permettront au moins peut-être sur place d'avoir non seulement un peu plus de moyens, mais des moyens un peu plus diversifiés et qui augmentent un petit peu les options. C'est-à-dire que là, on est en situation, si on reprend le détroit d'Ormuz, il faut prendre ça comme une prise d'otage internationale. Et Donald Trump, il se retrouve face à des preneurs d'otages. Donc face à des preneurs d'otages, il a commencé par les menacer de représailles sur leur maison, leur famille, s'ils touchaient les otages parce qu'ils ne pouvaient pas faire autre chose. Et puis maintenant, il aura peut-être les moyens, éventuellement, de donner l'assaut, de libérer les otages, d'une certaine façon, donner l'assaut à les détroits d'Ormuz. Pour l'instant, il n'a pas les moyens militaires. À cette différence près, Michel, tout de même, qu'avant la guerre, le détroit d'Ormuz était ouvert. Ah oui, ne l'oublions pas. C'est-à-dire que les otages sont le résultat d'un conflit. Oui, Sophia Amara. Oui, juste, j'avais une question pour vous, colonel, sauf que si on suit cette logique, on est en droit de se demander, ou on passe se demander si, effectivement, là, maintenant, c'est une période, la guerre n'est pas terminée, c'est juste une cessation des hostilités pour l'instant. Mais il dit, nous chargeons nos navires en armes, Donald Trump. Oui. Est-ce que vous considérez que, puisqu'on continue, on négocie, mais on continue d'une certaine manière à faire pression en amenant des armes, en massant des forces, est-ce que vous considérez, il est arrivé en Iran, aux portes de l'Iran, il n'avait pas assez de force, ni de force humaine, ni même de force navale, et j'en passe. Est-ce que vous considérez que ces forces-là, elles sont suffisantes pour faire peur à l'Iran ou faire suffisamment pression parce que les Iraniens savent très bien ce qu'il faut comme armement pour lui tordre le bras plus qu'ils n'ont tenté de le faire sans y arriver. Et deuxièmement, est-ce qu'il y a suffisamment d'hommes et suffisamment de matériel ? Pour répondre très vite, non. Ça dépend pourquoi faire, oui, c'est ça. Mais il faut bien comprendre que même avec tous ces renforts, le dispositif américain reste très léger. C'était le dispositif américain en 1990, il était 4 fois plus important. En 2003, il était 2-3 fois plus important. Là, d'emblée, il a eu un dispositif très léger. Trop léger, incontestablement. Et donc là, maintenant, il rattrape un peu les choses, mais ça reste malgré tout très en deçà du potentiel américain. Donc comment lire cette phrase, nous chargeons nos navires en armes? C'est la rhétorique trumpienne qui, nous voyons là à l'écran, Donald Trump est en train de marcher, il fait le salut militaire, il a quitté son avion Marine One, géré par les Marines, comme nous l'a expliqué tout à l'heure Xavier Titelman, et il est en train de s'approcher des journalistes pour dire quelques mots. On l'écoute. J.D. Vance avant qu'il ne parte. Je lui ai souhaité bonne chance. Il a un gros projet, nous allons voir un petit peu ce qui se passe. Ils sont vaincus d'un point de vue militaire et à présent nous allons ouvrir le Golfe avec ou sans eux. Cela va être ouvert, le détroit comme il l'appelle. Ça va être assez rapide et si ça n'avance pas, on va se terminer ça. D'une manière ou d'une autre, tout se passe bien. La marine a disparu, leur armée de l'air a disparu, tout leur défense antiaérienne a disparu. Voilà, tout a été détruit. On va voir comment ça se passe. Alors c'est JD, Steve, Jared qui vont s'en occuper. C'est une bonne équipe. On va voir un petit peu comment ça va se passer demain. Le détroit, ce sont des eaux internationales. On ne va pas les laisser s'en emparer.
Alors en tout cas, il n'y aura pas d'armes nucléaires utilisées. Le régime a déjà changé, mais ce n'a jamais été un critère. En tout cas, pas d'armes nucléaires utilisées. C'est sûr à 99%. Le détroit va s'ouvrir automatiquement, de toute manière. Le détroit va s'ouvrir. Parce que, de toute façon, même si on partait, le détroit va s'ouvrir, parce que sinon, ils ne peuvent pas gagner d'argent. Mais pas d'armes nucléaires, mais en tout cas, on va quand même ouvrir le détroit. Et n'oubliez pas, on n'utilise pas le détroit, ce sont les autres pays qui s'en servent. Il y a d'autres pays qui vont intervenir, ou pas. En tout cas, nous, on ne s'en sert pas. Ce ne sera pas simple. Ce que je dirais, c'est que le détroit va être ouvert prochainement. En tout cas, on n'a pas besoin de plan B. Leur armée a été vaincue, leur armée a disparu. Vous savez, nous avons pratiquement tout détruit. Il leur reste quelques missiles, quelques capacités de production, mais on les a frappés dur. Notre armée est incroyable. C'est incroyable ce que notre armée a pu faire. Je ne peux rien vous dire pour le moment. Il faut attendre de voir ce qui va se passer demain. En tout cas, il y a des échanges depuis 47 ans avec les autres présidents. Là, on ne parle pas vraiment beaucoup. Merci beaucoup. Donald Trump qui remonte donc dans cet avion pour se rendre à son meeting et qui a donné quelques mots, offert quelques, j'allais dire, non pas quelques surprises, parce que il a tenu des propos qu'on a déjà entendus, peut-être pas tous. On va voir ça tout de suite. Il a quand même souligné le fait que le Golfe serait ouvert avec ou sans eux, donc avec les Iraniens. Il a souhaité bonne chance à J.D. Vance qui est en train d'arriver donc au Pakistan pour ces négociations. Il a bien insisté sur le fait que le détroit devrait s'ouvrir, qu'il allait s'ouvrir. Il a dit un petit peu en passant, mais on sentait que c'était important pour lui, que sinon personne ne gagnerait d'argent. Donc voilà, ça c'est le sous-angle permanent de Donald Trump. Et puis enfin, il a souligné que les États-Unis ne se servent pas de ce détroit après avoir bien évidemment célébré l'armée américaine. Oui, vous voulez dire quelque chose? Non, il a dit... Patience, une seconde, s'avantage. Je termine ma phrase. Allez-y. Alors, il a dit quelque chose de très important quand même. Il a mentionné le mot nucléaire. Oui, il n'y aurait pas. Il a dit il n'y aura pas de nucléaire, mais il l'a dit 3 fois. Tout à fait. Et à ma connaissance, vous avez raison. Il n'a pas mentionné le mot nucléaire directement depuis le début de cette guerre. Beaucoup de spéculations. L'arme nucléaire ne sera pas utilisée. Il a dit l'arme nucléaire ne sera pas utilisée. Il l'a dit, j'en suis sûr, à 99%. Oui. Et donc ils se sont obligés de dire ça, parce qu'il y a eu beaucoup de spéculations ces derniers jours sur le sens de ses paroles, quand il a dit ils seront anéantis, la civilisation sera détruite. J.D. Vance a dit à Budapest, lorsqu'il est allé soutenir son grand ami Viktor Orban dans les élections de demain, a dit les États-Unis seront peut-être obligés d'utiliser des armes qu'ils n'ont pas encore utilisées. Donc, si vous voulez, ce mot nucléaire, même si c'est pour l'utiliser en négation, ça veut dire que toutes les spéculations sur le fait que cette question était peut-être sur la table, eh bien, sont peut-être beaucoup plus fondées que certains voulaient le croire. Et pour moi, dans tout ce qu'il a dit, c'est la chose la plus importante, c'est le fait qu'il se soit senti obligé d'insister là-dessus. Oui. Sonia Dridi, vous êtes de nouveau avec nous. Merci, en direct de Washington. Vous avez écouté, comme nous, les propos de Donald Trump, avec effectivement ces propos, ces phrases très claires et clairement répétées sur le fait que l'arme nucléaire ne serait pas utilisée. Oui, Donald Trump qui a parlé de l'arme nucléaire, c'est l'une des priorités pour lui, c'est le message qu'il répète le plus souvent aux Américains, pas d'armes nucléaires, c'est ce qu'il veut obtenir notamment de la part des Iraniens. Il s'est aussi exprimé sur le détroit d'Ormuz de manière plutôt optimiste en disant le détroit va s'ouvrir, mais il y a peu Reuters citait des responsables américains qui disaient qu'en privé, il était quand même moins optimiste et qu'il craignait justement que ce détroit ne se rouvre pas entièrement rapidement. Donc on sent en tout cas qu'il y a une certaine anxiété du côté de l'administration par rapport à ces négociations. Il y a une envie de la part de Donald Trump qu'elles réussissent. Je vous disais tout à l'heure qu'on a appris de la part de la Maison-Blanche qu'en plus des envoyés spéciaux qui ont négocié pour Donald Trump depuis des mois, que ce soit sur la Russie ou sur l'Iran, Steve Witkoff et Jared Kushner. Alors il y a évidemment le vice-président J.D. Vance, mais
mais il y aura aussi des officiels du département d'État, du département de la Défense et du Conseil de sécurité nationale. Donc il y a une équipe plus importante que lors des dernières négociations. Et puis on sait aussi, selon le Daily Mail, que Donald Trump a mis en quelque sorte la pression sur J.D. Vance en lui disant qu'il fallait qu'il trouve une porte de sortie. Beaucoup d'enjeux donc pour ces négociations qui vont se dérouler demain à Islamabad. On apprenait aussi par Reuters que Donald Trump, qui s'est exprimé là pour la première fois depuis l'annonce du cessez-le-feu devant des journalistes, avait au départ envie de faire une allocution, mais certains responsables l'en avaient dissuadé par manque de clarité autour de ce cessez-le-feu. Merci Sonia Dridi, merci d'être avec nous en direct de Washington. Richard Verly, ces propos de Donald Trump, qu'on sent quand même, bon évidemment, il projette une image de confiance, il le fait tout le temps, mais cette obsession sur Hormuz commence à devenir assez sérieuse. Oui, alors avouez quand même que les circonstances sont complètement folle. Il évoque l'arme nucléaire au pied d'un avion, en passant, avant de se rendre à un meeting électoral, alors que c'est quand même la chose la plus importante qui soit en matière de défense. Donc là, déjà, on peut, une fois de plus, s'étonner sur la manière dont Donald Trump se comporte. Après, évidemment, le détroit d'Ormuz, c'est sa préoccupation. Il n'exclut pas de le rouvrir par la force et il continue de penser qu'à un moment donné, les alliés, les pays qui ont le plus besoin de ce détroit, puisqu'il dit nous, on n'en a pas besoin, les alliés des États-Unis viendront à leur rescousse. Alors ça, c'est très peu probable. Il est vrai néanmoins qu'il y a des préparatifs pour une opération de sécurisation de ce détroit, mais certainement pas si les hostilités continuent. Donc il est, au fond, il est dans une impasse où il continue d'avoir la rhétorique qui consiste à dire « je suis capable » de le réouvrir par la force, sauf qu'en réalité, c'est les Iraniens qui tiennent le manche. Oui, c'est tout à fait sa rhétorique. Et c'est comme quand il nous dit, quand il a insulté les pays européens et les pays de l'OTAN en disant « on vous a demandé de nous aider, on n'a pas besoin de vous, mais vous auriez dû tout de suite répondre que vous étiez prêts à nous aider ». Et là, il nous dit que... En fait, il faut se soumettre devant Donald Trump, c'est simple. Simplement ça, et de ne pas discuter ses ordres, et comme si la France ou l'Europe étaient les laquais de la Maison-Blanche. Ce qui est intéressant, c'est qu'il dit on n'a pas de plan B. On n'a pas de plan B, donc ça veut dire que on va détruire Hormuz. Il dit pas qu'on va ouvrir Hormuz. Il dit pas comment. Il sait que c'est embêtant, mais il dit pas comment. Et puis il ment. Il ment effrontément lorsqu'il dit en Iran, il n'y a plus d'armée. Alors ça c'est ce que j'appelle un mensonge. Et donc quand on ment comme ça au pied de l'avion, en parlant entre la poire et le fromage du nucléaire, nier la réalité tout de même, qui est, comme vous le disiez, il l'a jamais mentionné parce qu'il a bien fait attention, et en ça il sait ce qu'il fait. Il a bien fait attention depuis le début de la guerre, le 28 février dernier, à ne jamais mentionner les objectifs pour pouvoir dire à tout moment qu'il a gagné et présenter cette guerre comme une excursion, ce qu'elle n'est pas du tout pour l'Amérique. Il ne mentionne plus le nucléaire iranien. Michel Goya, comment Donald Trump peut-il nier l'existence de l'armée iranienne ? Oui, alors d'abord, sur le nucléaire, moi, il n'y aura pas d'apocalypse à 99%. Ça ne me rassure pas complètement, si vous voulez. Il n'est pas dit 100%. 1% d'apocalypse, c'est quand même beaucoup. Au passage. Non, mais après, oui, il le dit depuis le début. Il faut qu'il présente un bilan de victoire, quand même, quelque chose. Donc il dit, voilà, on a détruit la marine iranienne. Bon, en gros, ils ont détruit les bâtiments, les grands bâtiments. Bon, on s'en fout. Ils ont détruit l'armée de l'air iranienne. En fait, on s'en fout. C'est pas un problème, ça. C'est-à-dire, ce qu'ils ont détruit, c'est le moins important. Oui, qui joue le moins grand rôle. Ce n'était pas une menace. Ce que je veux dire, c'était pas ça la menace. La menace, ce sont les missiles, balistiques. Et cette menace subsiste. La menace potentielle, c'est le programme nucléaire, c'est les missiles balistiques, c'est les drones, etc. Ça a été à peu près entamé à 50%, on va dire. C'est la défense, vraiment, la défense côtière, toute cette poussière navale qui, notamment, permet de contrôler les détroits d'Ormuz. Ça, c'est pas du tout entamé. Peut-être 30%. Donc, on est très loin du compte, en réalité. Si la guerre s'arrête aujourd'hui... vous parlez de poussière navale, vous ? Oui, parce que Donald Trump disait poussière nucléaire. Vous vous souvenez ? Non, poussière navale, c'est un terme de marin. C'est un terme de marine. C'est des tout petits bâtiments, tout petits par centaines qui, en réalité, menacent. Ce sont les plus importants. Ah, bah oui, c'est eux qui menacent véritablement la côte. En fait, Donald Donc la guerre Trump s'arrête aujourd'hui. C'est un échec. C'est un échec américain. Il a besoin de cette négociation. Il a besoin de l'action politique. Il a absolument, non mais dans le sillage de Michel, il a absolument, il a besoin que cette négociation aboutisse à un succès américain pour les raisons
Michel vient d'expliquer, il n'y a pas de succès militaire et donc il a absolument besoin. Maintenant, le problème, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que la parole de Trump est de plus en plus démonétisée. C'est-à-dire qu'il y a un moment, à force, c'est l'histoire du loup, quoi. À force de crier au loup en permanence, plus personne ne croit. Et que donc il y a la brandir cette arme nucléaire un peu à brûle-pourpoint comme ça n'a pas grand sens. Et encore une fois, je sais pas quel est l'état des rapports exacts qu'il y a aujourd'hui entre J.D. Vance et Donald Trump. On sent que ça doit pas être simple et que ça doit pas être simple pour J.D. Vance qui, d'une certaine manière, a été envoyé là-bas contre son gré parce qu'il était contre cette guerre. Et que c'est pas un homme politique. Enfin, le vice-président aujourd'hui aux États-Unis, il n'est pas populaire. Il aimerait bien l'être. J.D. Vance, il se prépare. Est-ce pour amadouer les Iraniens qui ont davantage confiance en lui? Non, les Iraniens, c'est même pas ça. On demandait à ce que ce soit lui. C'est là où les Iraniens sont, on ne cesse de le redire, sont assez habiles. Et ils sont en position de force dans cette discussion. Ils ont dit, en gros, on veut discuter avec le gars sérieux de la bande, et qui était contre cette guerre. Oui, ils considèrent que les autres sont pas sérieux du tout. Non, je sais, je caricature évidemment, mais parce que les propos de Trump nous incitent parfois à caricaturer les choses. C'est vrai. Mais J.D. Vance, enfin les Iraniens avaient plein d'autres options. Ils auraient pu demander Rubio, puis ils auraient pu surtout ne rien dire. Ça les concerne pas d'une certaine manière qui arrive à la discussion. Sauf que ce qui est frappant, c'est qu'effectivement ils disent depuis une semaine, s'il y a des discussions, on aimerait bien que ce soit J.D. Vance. C'est aussi une manière de piéger la Maison Blanche en faisant venir celui qui était le plus opposé à cette opération au sein du cabinet de Donald Trump. Mais n'oublions pas qu'ils ont été trahis quand même par Witkoff et par Kouchner. Donc c'est pas une caricature en l'occurrence, Lucas. Ils ont été trahis, ils étaient en train de négocier à Oman et les frappes ont démarré. C'est vrai. Donc ils ont des raisons de ne plus vouloir négocier avec eux seulement. Alors il y a la projection de puissance rhétorique de Donald Trump que nous commentons sur LCI et nous avons raison de le faire, mais il y a également les faits de la projection dans la pratique de la puissance militaire américaine après le Discombobulator. Vous vous souvenez de ce que c'était, qui avait beaucoup plu à Donald Trump dans son opération éclair de l'enlèvement de Maduro au Venezuela. Incontestablement dans cette guerre contre l'Iran, c'est le Ghost Murmur qui fascine le plus. De quoi s'agit-il? C'est un dispositif révolutionnaire qui a été utilisé pour retrouver l'aviateur américain qui se retrouvait en territoire hostile. Et écoutons, regardez bien cette séquence, on va tout comprendre. Ghost Murmur a la capacité de suivre et de verrouiller le rythme cardiaque d'une personne, amie ou ennemie, à une distance de 65 km. Il utilise des diamants synthétiques pour créer un capteur quantique à longue portée. Équipé sur un hélicoptère, il peut détecter un minuscule battement de cœur. Mais pourquoi utiliser cette technologie pour retrouver le soldat disparu au lieu de la technologie habituelle? Parce que les caméras infrarouges et les satellites sont totalement inutiles lorsque votre cible est terrée au plus profond d'une montagne. Xavier Titelman, est-ce que c'est impressionnant? Donc, redites-nous en détail comment ça fonctionne. C'est-à-dire, si je comprends bien, les battements d'un cœur humain sont détectés à distance grâce à de la magnétométrie quantique. Alors, c'est quand même très très théorique normalement, et on ne savait pas qu'il y avait des applications concrètes et opérationnelles. C'est la première fois que ça a marché sur le terrain, utilisé, en l'occurrence, opérationnel. Pour ce deuxième pilote qui avait été éjecté, qu'on ne trouvait pas. L'armée de l'air américaine a essayé de le trouver, ils n'ont pas été capables de l'identifier. La CIA a été déployée, et eux qui n'ont pas exactement les mêmes moyens ont réussi à le positionner. Et donc on se posait grâce à ce système. On se posait la question, quelle était la méthode? Et j'avais évoqué sur ce plateau, est-ce qu'ils avaient des systèmes infrarouges qui voient à travers les montagnes? Et effectivement, ils ont une technologie qui, a priori, si c'est confirmé, c'est peut-être du bullshit à l'américaine, on ne sait pas, ou un film science-fiction. Mais en tout cas, ils ont la possibilité, à plusieurs kilomètres, ça me paraît quand même énorme. Vous avez l'air dubitatif. Vous avez vu plus tellement gros, catégorique, oui. Vous trouvez? J'attends une preuve opérationnelle avant de regarder des infographies en 3D. Les Français, on va dans toutes les grandes entreprises d'armement, on a des superbes animations en 3D qui nous vendent plein de choses. Sur le terrain, c'est pas exactement la même chose. Donc dire que ça va à 60 km, c'est certainement qu'il y a quelque chose, certainement que ce système a été utilisé. Peut-être que c'est à quelques centaines de mètres que ça a été efficace. En tout cas, si c'est opérationnel, effectivement, moi je vois l'usage opérationnel ici, mais j'ai travaillé 4 ans à la sécurité civile, les gens qui sont enfouis sous les immeubles qui se sont effondrés. Moi, je vois le potentiel. Oui, ça serait gigantesque. Très, très large. Effectivement. Mais Michel Goya, donc cette empreinte électromagnétique, si je comprends bien, a été associée à un logiciel d'intelligence artificielle sophistiqué. Voilà encore l'intelligence artificielle pour isoler une signature, ce qu'on appelle une signature vitale, au milieu du bruit de fond ambiant.
Oui. Et alors là, c'était évidemment, il était dans un désert iranien, donc l'environnement était idéal pour essayer de le repérer. Voilà. Certainement, mais j'avoue que alors oui, la magnétométrie, c'est une technologie assez ancienne. Alors, mais quantique. Mais alors quantique, en fait, je sais pas ce que ça veut dire. C'est ça, c'est quantique qui nous plonge dans un abîme. Dans l'expectative, on va le dire comme ça. Maintenant, méfiance. Oui, méfiance. Parmi ces histoires, il y a des capacités aussi à raconter des histoires, à la fois des fausses histoires qui vont permettre de cacher peut-être les véritables moyens qui ont été utilisés. Ça, c'est une possibilité. La deuxième, c'est de raconter une belle histoire pour exagérer la puissance que l'on a, les technologies que l'on a. Regardez, on est capable de déceler plein de trucs très loin, etc. Et puis, c'est en rajouter un peu dans la victoire quand même de cette... Alors que globalement, cette opération militaire, on en parlait tout à l'heure, c'est quand même pas un franc succès. Donc, à l'intérieur de ça, on sort des success stories, un peu tactique, un peu militaire, et puis des trucs techniques. Regardez, on est vraiment très fort, on est vraiment à la pointe de tout. Bon, maintenant, encore une fois, méfiance. Est-ce que ça voudrait dire que chaque cœur a une signature différente? Oui. Est-ce que c'est ça? Parce qu'il y a peut-être d'autres êtres humains qui ont des cœurs qui sont en train de battre au même moment. Effectivement. Non, on est quand même sur... Alors, a priori, la magnétométrie quantique, de manière générale, ça veut dire qu'on peut détecter des molécules et des mouvements de molécules à un niveau qui est en dessous de l'électronique qu'on détecte d'habitude. C'est le quantique, c'est les spins des électrons qui se déplacent. C'est des trucs, normalement, qu'on n'est pas capable de détecter à une très grande distance. Ils ont réussi à le miniaturiser, le rendre opérationnel, le mettre sur un hélicoptère. Il y a quand même énormément de pas technologiques qu'on ne connaissait pas être possibles. Si effectivement ils arrivent sur un élément comme ça, ça reste presque de la science-fiction et c'est une utilisation opérationnelle du quantique dans la vie réelle qui est très en avant. Donc chaque battement de cœur aurait une empreinte personnalisée. Non, c'est plutôt l'humain. Alors, j'en sais pas, mais a priori, les humains, de par la taille de notre cœur, ils se différencient d'une chèvre ou d'une souris. Non, mais ce qui est curieux, effectivement, c'est qu'on peut se demander si c'était le seul être humain dans la région. Possiblement. Bon, nous sommes en train de faire des supputations sur cette arme que les Américains disent avoir employée. En tout cas, leur second pilote a été récupéré et tout le monde s'en est félicité. Pour ce qui concerne, revenons, je dirais, aux armements qui sont utilisés dans cette guerre qui est loin d'être terminée. Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, vient de reconnaître que des forces ukrainiennes avaient participé à des opérations actives à l'étranger, justement abattu des drones Shahed de conception iranienne dans plusieurs pays du Moyen-Orient. Mais il se trouve que la France également, la France vient et vous allez le voir tout de suite dans ce clip de l'armée française, des hélicoptères d'attaque Tigre de l'armée de terre française ont eux aussi abattu ces derniers jours, ces dernières semaines, leur premier drone aux Émirats Arabes Unis. Des Mistral aussi. Xavier Tillman, donc ces hélicoptères de l'armée française ont été déployés aux côtés de Rafale. Tous ces avions, sont extrêmement sollicités dans ces opérations défensives. Alors, justement, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a enfin fait l'Holocauste au niveau des missiles, des Shahed qui étaient tirés. Jusqu'à maintenant, les Rafales, qui sont incroyablement efficaces, ils tiraient des missiles qui coûtent 400 000 à 600 000 euros. Ça suffit de tirer des missises. Là, il s'est passé autre chose. Il y a une autre possibilité, c'est de tirer au canon. Les pilotes sont pas entraînés parce qu'on a renoncé à cette capacité. Il faut se réentraîner à abattre au canon des Shahed. Et donc, on a envoyé les hélicos. Ah oui, d'accord. Il y a quelques années, quand les Houthis avaient lancé des missiles, c'était les hélicoptères Guépard, il y avait des gunners à l'arrière qui les avaient abattus. Là, l'intérêt de l'hélicoptère Tigre, tel qu'on l'a vu, c'est qu'il a une mitrailleuse qui est sous le nez. Quand le pilote tourne la tête, la fusil tourne avec lui. Et donc, il a son viseur dans le casque, il regarde, il est capable de tirer. Et on le voit, avec 3 balles, il abat ce Shahed. Donc, le coup... C'est un canon, hein. C'est un canon, c'est-à-dire... Donc, Michel, est-ce qu'ils ont été... On nous dit qu'ils ont été déployés... C'est un canon mitrailleur, hein. C'est à partir de 20 mm, c'est un canon mitrailleur. Oui, alors, mais justement, Michel, on nous dit qu'ils ont été déployés, ces hélicoptères Tigre, en moins d'une semaine. Oui. Est-ce que c'est un motif de fierté? Parce qu'il paraît que c'est très rapide.
Oui, bien sûr. Non, c'est pas évident. Hein, le nombre de c'est le chef d'état-major de l'armée de terre, général Pierre Schill, qui s'en est félicité quand même de cette célérité. Il a raison. Êtes-vous d'accord ? Mais non, mais tout à fait. À la limite, même, on aurait pu envoyer encore plus tôt, dès le départ. On aurait pu anticiper aussi d'ailleurs cette guerre, qui était quand même une guerre un peu annoncée quand même. Donc on aurait pu le déployer. Non, mais c'est très bien. C'est très bien. L'hélicoptère d'attaque, c'est quand même un instrument qui est quand même bien adapté justement à cette lutte, comme le disait Xavier. Donc ça permet aussi d'ailleurs d'expérimenter un certain nombre de choses. On apprend, voilà, nous aussi, il ne faut pas oublier qu'on apprend aussi dans cette affaire. On apprend aussi aux hélicoptères Tigre là, à s'intégrer également dans la manœuvre globale. Donc quand on fait des expés, il n'est pas en liaison 16, je crois, mais où il va l'être, où ils vont l'être. Ou ça doit arriver avec le nouveau bloc. Donc on apprend à s'intégrer dans une manœuvre aérienne globale, on apprend à utiliser certaines armes, on a expérimenté le fait d'avoir des missiles solaires Mistral qui ont été utilisés, qui sont expérimentés également sur des hélicoptères. Donc voilà, donc cette guerre, comme toute guerre, évidemment, contribue à améliorer nos performances. Non mais bien sûr, mais cette menace, il ne faut pas oublier que cette menace, on peut y avoir affaire aussi, les Ukrainiens ont affaire tous les jours, cette menace spécifique, et puis ça peut le concerner aussi en Europe, ça peut le concerner si on doit affronter un jour l'armée russe, on aura à faire face à ce type de menace. D'accord, et ça sera nos hélicoptères donc qui s'en occuperont, puisque si j'ai bien compris, ça ne peut pas être les Rafales. Rafales. Si, mais pour moins cher et plus adapté, très clairement. Moi, j'avais une question à Xavier ou au colonel Goya. Très bien, c'est très bien, mais comment faire quand vous avez un essaim de drones ? Quand vous avez 200, 100... Comment vous faites ? Est-ce qu'un hélico, c'est une bonne question, ou des hélicos peuvent suffire ? C'est compliqué. C'est ça la grosse différence, c'est que les Ukrainiens ont maintenant l'habitude d'en intercepter jusqu'à 950 par nuit. Nous, on est content quand on arrive à en attraper une trentaine. Donc c'est simplement qu'on n'est pas passé à l'échelle, que ça c'est une méthode qui est aussi utilisée par les Ukrainiens avec des hélicoptères Mi-8 et Mi-24. Et même avec des avions, avec des Antonov 28. Donc des hélicoptères de facture soviétique. En fait, ils ont tout, ils accumulent tout ce qu'ils peuvent, et c'est grâce à ça. Donc effectivement, quand on a un hélico, 2 hélicos, mais qu'on n'a pas de système d'interception au sol, qu'on a 1 ou 2 lanceurs de roquettes laser, on n'a pas encore la masse low cost telle que les Ukrainiens l'ont. Et je rappelle que plus des 3/4 des Shahed qui sont interceptés avec des petits drones intercepteurs qui coûtent moins de 2000 €. Et qu'on a vu ces drones intercepteurs en Ukraine. C'est pour ça que Zelensky se vantait d'avoir été là-bas. Oui. C'est que lui, il y va. Et nous, on y va parce qu'on a des accords de défense. Mais lui, il se fait payer. Et il se fait payer de quelle manière ? Plutôt que qu'on les vende à 2000 €, à chaque fois qu'il abat un Shahed, il reçoit des missiles patriotes qui leur manquent. Parce que le Qatar tire 3 missiles patriotes pour abattre un Shahed. Et donc, c'est un deal qui est gagnant pour tout le monde. Les relations houleuses de Donald Trump avec l'OTAN sont connues, mais elles se poursuivent. Mercredi, il a reçu le secrétaire général de l'Alliance à Washington, Mark Rutte, auquel il a concédé d'envisager, tenez-vous bien, des représailles vis-à-vis de certains États membres de l'Alliance en raison de leur manque de soutien concernant la guerre en Iran. On écoute Donald Trump. Je dois vous dire que je suis extrêmement déçu de l'OTAN. Ils vont venir me voir en disant « nous allons faire ci, nous allons faire ça ». Maintenant, ils veulent envoyer des choses. Vous savez, l'OTAN est un tigre de papier. Si vous voulez savoir la vérité, tout a commencé avec le Groenland. Nous voulons le Groenland, ils ne veulent pas nous le donner, et j'ai dit « bye bye ». J'ai dit bye bye, Samantha. Il a replacé le Groenland. Il est rancunier, Donald Trump. Il est rancunier. Il a vraiment une dent contre l'OTAN. C'est pas nouveau. Non, mais disons qu'elle devient de plus en plus évidente. Elle devient gênante. On va rayer le parquet là carrément. Mais si vous voulez, le problème aujourd'hui, c'est pas que les États-Unis se retirent pas de l'OTAN. C'est que les États-Unis n'ont pas besoin de se retirer de l'OTAN pour que l'OTAN ne fonctionne pas en cas d'attaque. C'est juste les États-Unis ont besoin de juste dire non. Nous, on ne veut pas invoquer l'article 5. Donc déjà aujourd'hui, on peut considérer que l'OTAN est dans une situation très compliquée. Mais
Nous avons un sauveur potentiel parce que le président Volodymyr Zelensky a dit dans un entretien hier avec une télévision britannique que nous allons créer un système de sécurité européen avec l'Ukraine, avec les pays nordiques, avec les pays européens de l'OTAN, plus le Canada, et ce sera bien plus efficace que tout ce qui existe aujourd'hui. C'est une proposition donc ukrainienne. C'est une proposition ukrainienne, bien sûr, mais si vous voulez, la réalité aujourd'hui, c'est que si un de nos pays, un de nos alliés, ou si nous-mêmes étions attaqués, nous ne sommes pas seuls. Nous avons des alliés. Nous avons des alliés extrêmement bien armés et bien entraînés dans le nord de l'Europe. Nous avons un grand allié à l'est qui, je pense, donnerait notre secours. Les Américains, c'est possible qu'ils ne viennent pas. Il faut quand même leur rappeler que l'OTAN a 2 pays qui ont une arme nucléaire, qu'on n'a pas besoin de 1000 têtes nucléaires pour déjà créer des dégâts chez un voisin. Donc Donald Trump peut insulter l'OTAN autant qu'il veut. Il oublie aussi que l'OTAN est venue au secours des États-Unis en Afghanistan. Oui. Et donc, ça, il ne le mentionne jamais. Mais c'est problématique et c'est un coup de pied dans derrière des Européens que nous aurions dû anticiper avant l'élection de Trump, parce que cette haine de l'OTAN n'est pas nouvelle chez Trump. En tout cas, Mark Rutte, qui était dans ce bureau face à Donald Trump, je peux vous dire que ça n'a pas été facile pour lui. Il paraît que dans les premières minutes, il s'est retrouvé sous un flot d'insultes, tout bonnement et simplement. Même si Mark Rutte est un homme très diplomatique, effectivement, qu'il n'en a rien laissé paraître. Et voici ce qu'il a dit tout de même en sortant de ce bureau. Il a répondu à la question du journaliste: êtes-vous d'accord pour dire que certains pays de l'OTAN ont été mis à l'épreuve et ont échoué ? Certains, oui. Il y en a un, c'est les États-Unis. C'est le seul pays de l'OTAN qui a échoué. Je suis désolé, je vois pas qui d'autre est en échec. C'était grondé par Daddy, en fait. Bah ouais, voilà. Il n'y a que les États-Unis qui sont en échec. Lucas Manger. Non, mais là vous évoquez la diplomatie de Mark Rutte qui tente... A mise à rude épreuve. Hein. Oui, mais qui tente tant bien que mal d'essayer de préserver ce qu'il y a encore à préserver face aux assauts de Donald Trump. Et oui, il a eu des propos maladroits à plusieurs reprises. Après, je pense qu'honnêtement, sa tâche n'est pas facile. Non. Parce que secrétaire général de l'OTAN dans une période où c'est son rôle, hein. Le patron de l'OTAN lui-même veut en gros disloquer l'organisation ou menace de le faire, c'est quand même pas très évident. Non, mais je dirais que cette visite opportune était opportune parce qu'elle a permis, Richard Velli, finalement à Donald Trump d'évacuer sa colère. Et tout d'un coup, cette diplomatie de Mark Rutte me le rend plutôt très sympathique. C'est peut-être la première vertu de Mark Rutte, c'est effectivement de servir de punching ball à Donald Trump. Ça, sans doute. Au-delà de ça, il y a quand même un problème. C'est-à-dire que le secrétaire général de l'OTAN, c'est une organisation de 32 pays membres, dont les États-Unis. Tout le monde sait que les États-Unis sont le patron de l'OTAN de par leur puissance, mais aussi de par l'histoire de l'Alliance. Néanmoins, le secrétaire général de l'OTAN, me semble-t-il, devrait quand même défendre et avoir à cœur de défendre les intérêts des 31 autres pays membres, et pas seulement les intérêts des États-Unis. Donc là, il y a quand même un problème d'équilibre. Il va peut-être falloir qu'à un moment donné, les 31 autres pays membres de l'OTAN lui rappellent certaines choses à Mark Rutte. Il me semble qu'il est quand même pas mal en roue libre en ce moment. Mais il y a quand même un problème, parce que Donald Trump est mécontent de l'attitude, on l'a dit, de certains pays de l'OTAN, et il envisage donc la possibilité de retirer les troupes américaines de certains pays européens, ceux qui sont jugés les moins coopératifs, donc en langage trumpien, inutiles. Alors, c'est un plan, Michel Goya, c'est un plan qui figure parmi les différentes options. Il y a toujours différentes options, des meilleures jusqu'au pire, que l'on présente à Donald Trump. Mais alors, ce plan-là, il a l'air quand même très concret. Oui, mais bon, c'est... parole, quoi. Non, mais écoutez... Alors, il y a quand même un pays, c'est l'Espagne. Oui, non, bien sûr. L'Espagne a osé. L'Espagne a osé. Elle a interdit aux avions américains, dès le début de cette guerre en Iran, de survoler son espace aérien. Et là, elle est dans le viseur. Oui, non, bien sûr. Donc, il veut instaurer un système de bonus-malus. Oui. En gros, voilà. Donc, un malus pour ceux qui ont... Alors, qui on mettrait dans le malus? Alors, l'Espagne. Il y a l'Espagne, l'Allemagne. L'Allemagne, parce qu'elle a proféré d'intenses critiques, quand même, vis-à-vis de cette opération. Et peut-être le Royaume-Uni, l'Italie qui a brièvement bloqué une base sicilienne, et la France qui a accepté, France a accepté l'utilisation d'une base, juste pour que celles et ceux qui nous écoutent, qui nous regardent le sachent, la France a accepté l'utilisation d'une base dans son sud, après être certain, la certitude que ça serait utilisé uniquement pour des opérations défensives. Oui, alors donc... ça, c'est la liste des pays, disons...
Voilà, des mauvais. Ils sont un peu dans le collimateur. Voilà. Des mauvais alliés. Et puis il y a les bons, les coopératifs, qui se trouvent tous à l'est. Alors les bons, passage. la Pologne, la Roumanie, la Lituanie, la Grèce. C'est ça. Voilà. Donc ça, c'est le bonus. Donc il dit, il n'y a pas de problème, on va retirer les bases chez les mauvais, puis on va les installer chez les bons. C'est faisable, ça, Michel ? Alors techniquement, oui, bien sûr, c'est faisable. Mais ça se fait pas comme ça. D'abord, je rappelle qu'il y a les accords, il y a ce qu'on appelle des SOFA, ces statuts des forces dans les territoires qui expliquent tout. Au passage, il oublie un truc, c'est que une partie de ces bases sont financées par les pays hôtes. Ces pays, et l'Allemagne en particulier, paye beaucoup quand même aux Américains. Donc là, il va découvrir que cette base, elle était payée en grande partie. Les bases en Allemagne sont payées en grande partie par les Allemands. Que tout ça prend du temps, que ça va coûter de l'argent, qui vont si ça se fait, mais je ne crois pas une seconde en réalité. Si on doit réinstaller des bases supplémentaires donc dans les pays de l'Est, ça va se retrouver face à la Russie. Et là, c'était pas le plan initial quand même, c'était pas le plan prévu. Et donc voilà. Donc là, il cherche un truc. Il va s'agiter pendant quelques jours, puis on passera à autre chose. Il faut être clair. Non, mais après, c'est vrai, il n'a pas la possibilité concrètement de sortir de l'OTAN. Enfin, c'est très compliqué. C'est très compliqué pour lui de sortir de l'organisation politique de l'OTAN. En revanche, il peut vider la substance militaire américaine de l'OTAN. Il peut sortir du commandement intégré comme la France l'avait fait en 1966. Ce serait une solution extrême. Mais en réalité, militairement, je termine là-dessus. Oui, une espèce de stratégie à la De Gaulle. Oui, ou même, comment dire, militairement, l'OTAN, il fonctionne en réalité toujours par des coalitions ad hoc. Toutes les opérations qu'on a estampillées autant en Afghanistan, que ce soit en Libye, que ce soit en Bosnie, que ce soit au Kosovo, face à la Serbie, à chaque fois, c'est les pays qui veulent bien s'intégrer dans la coalition qui viennent. Mais il y a toujours le noyau dur qui est les Américains, qui sont là, qui fournissaient généralement 80% des moyens. Et donc, il suffit de dire, effectivement, on ne veut pas participer. On ne veut plus participer à aucune opération militaire de l'OTAN. Et puis, ça paralyse complètement tout le fonctionnement de l'organisation. Ou alors, il faut effectivement retrouver des moyens de constituer des coalitions suffisamment puissantes, suffisamment fortes, pour se passer des Américains. Il peut y avoir des coalitions, possible, des coalitions hors OTAN. Trump a dit quand même quelque chose de très choquant. Il a dit l'OTAN est un papier de tigre, ne sert un tigre de papier. Un tigre de papier ne sert pas à grand chose. Et Poutine le sait aussi. Et ça, il refait référence à son grand ami. Donc il est en train. C'est-à-dire, ce qui est étonnant, c'est qu'il le dit tout haut, parce que tout le monde sait qu'effectivement c'est le cas, mais que Trump le dise, c'est assez étonnant. Et il se plaint du fait que l'OTAN ne l'ait pas aidé, alors qu'il ne s'est jamais adressé formellement à l'OTAN, mais pas un mot pour critiquer Poutine, qui, on le sait maintenant, fournit des armes à l'Iran et fournit du renseignement à l'Iran, renseignement qui est utilisé pour tuer des Américains. Là, pas un mot. Alors que la délégation iranienne vient d'arriver à Islamabad, la capitale du Pakistan, nous venons de recevoir ces images. Il y avait eu quelques doutes dans la journée sur qui constituerait cette délégation. Donc il s'agit bien évidemment du ministre des Affaires étrangères, monsieur Araghchi, accompagné du président du Parlement, monsieur Ghalibaf. Donc 2 membres haut placés dans les politiques de la République islamique d'Iran. Je dirais même les survivants, ceux qui sont encore aujourd'hui en mesure de présider aux destinées de cette République islamique et qui même sont capables de se déplacer à l'étranger, au Pakistan, puisque le Pakistan s'est proposé et a été accepté comme intermédiaire. Et donc nous attendons dans quelques heures l'arrivée du vice-président américain J.D. Vance, accompagné de Jared Kushner, le gendre du président, et Steve Witkoff, qui est l'envoyé spécial sur tous les terrains, j'allais dire. Eh bien, en parallèle de ces mouvements diplomatiques qui, quelque temps, ont suspendu, autant suspend ton vol, les frappes, même s'il y a quelques violations quand même de cessez-le-feu, eh bien Donald Trump continue à proférer des menaces et pas des moindres, puisque voici ce qu'il a dit tout à l'heure: nous équipons nos navires avec les meilleures munitions, encore meilleures que celles que nous utilisions auparavant, pour les réduire en miettes. Et si pas d'accord, ça c'est évidemment la suite de ce poste de Donald Trump, nous les utiliserons, et nous les utiliserons
très efficacement, Richard Verlet. Il peut dire ce qu'il veut, mais les images qu'on vient de voir, c'est pas du tout un pays paria. L'Iran, vous avez vu, les 2 dirigeants qui descendent, qui sont accueillis par le gouvernement, par les représentants du gouvernement pakistanais. Oui, mais c'est pas du tout. On ne cherche pas du tout à les cacher. On ne cherche pas du tout à les faire passer par une base arrière et à éviter les caméras officielles. Ils sont bel et bien, ils arrivent absolument. Et ça, je crois que cette image est importante parce que c'est des images que vont voir les Iraniens, ceux qui peuvent encore regarder la télévision. Et c'est l'image d'un gouvernement et d'un régime qui tient. Alors, il y a malheureusement énormément d'Iraniens qui doivent le regretter parce qu'ils en subissent les foudres de ce régime. Mais là, ce qu'on voit, c'est un régime qui tient solidement et qui est reçu au Pakistan pour négocier avec la première. Mais Richard, ce sont aussi des images qui vont vous parler de la manière dont les Iraniens vont les réceptionner, vous avez raison, mais ce sont aussi des images qui vont beaucoup circuler aux États-Unis. Bien sûr. Et c'est important aussi, parce que c'est-à-dire que tout d'un coup, ces gens qui sont effectivement les survivants d'une série de... Qui sont supposés se terrer, selon Donald Trump. Voilà, et ils descendent d'un avion tout à fait officiel et accueillis de manière tout à fait... Enfin, Donald Trump disait, oui, on les a tous tués, enfin, pratiquement. Et s'ils sont en vie, c'est pour venir négocier. Pas tout à fait, effectivement. Je rappelle que demain, nous aurons des images des négociations qui vont commencer, qui ne seront pas des négociations directes. Il s'agira de la délégation américaine d'un côté, la délégation iranienne de l'autre, celle que nous venons de voir, avec des intermédiaires pakistanais qui passeront d'une pièce à l'autre, Sophia Mara. Oui, mais juste pour rebondir sur ce que vous disiez, je voulais vous décrire en une ligne une caricature justement des dirigeants iraniens, Kalibaf et Abbas Araghchi, arrivant au Pakistan sur un bus accroché à un bus pakistanais pour éviter les frappes, parce que justement ils n'étaient même pas sûrs de pouvoir arriver entier à ces négociations où les fameux 10 points les attendent. Ça va être des négociations ardues, même si les deux veulent apparemment arriver à un résultat et que les canons cessent définitivement. Au 42e jour de guerre, puisque nous sommes encore au 42e, nous sommes quelques minutes avant minuit, le régime iranien, on le voit, reste intact. Il est enhardi même, il est vengeur et il est plus militariste et plus radical qu'il ne l'a été potentiellement. Selon des sources ouvertes, les pertes économiques de l'Iran, la République islamique d'Iran, s'élèverait pour justement ces 6 semaines de guerre, après ces 6 semaines de guerre, à 145 milliards de dollars. 145 milliards de dollars, d'où on peut se dire quand même, Sophia Mara, une certaine obsession à récupérer Hormuz et à penser qu'on va pouvoir se renflouer avec l'argent du péage. En effet, mais l'Iran ne compte pas que sur ça. L'Iran est un pays riche, qui a du pétrole, qui a des ressources, et évidemment cela lui servira à se reconstruire. Mais vous avez raison de souligner ce point très important pour les Iraniens. Il n'y a pas que Trump qui est mu par un certain mercantilisme. Eh bien, les Iraniens souhaitent, pour évidemment revenir un petit peu à la situation hantée en termes d'infrastructures et de moyens financiers, eh bien que soit pris en charge grâce à, enfin c'est un des points des négociations, la reconstruction, qu'on leur verse des indemnités, n'est-ce pas, et que également soient rendues des sommes qui sont gelées. Et ça, c'est évidemment une manne très importante et c'est une grosse exigence de l'Iran parce qu'ils ont besoin de cet argent en effet et ils ont payé, vous le mentionnez, 145. Enfin, ça leur a coûté 145 milliards de dollars et ils estiment que eux, ils n'ont pas commencé la guerre, donc on doit les dédommager. D'ailleurs, cette histoire de fonds gelés, c'est une nouvelle exigence qu'ils ont mentionnée ce soir, juste avant de quitter Téhéran. Exactement. C'est même qui l'a mentionné. Oui. Et donc, on voit cette position maximaliste des Iraniens qui est à l'opposé de ce que Donald Trump est en train de dire. Ils veulent pouvoir continuer à enrichir l'uranium, ils veulent que toutes les résolutions de l'ONU contre l'Iran soient levées, que toutes les résolutions de l'AIEA soient levées aussi. Donc, on voit... Je pense que ça va être extrêmement difficile pour les deux parties d'avoir quoi que ce soit comme accord et que dans quelques jours, on sera en train de reparler de la reprise des hostilités. Là, il se présente un peu en vainqueur, en fait. Il demande à Donald Trump de capituler, quoi. Oui. C'est ça, en fait, il se présente comme si on était à Versailles, mais c'est eux qui avaient gagné la guerre et qui imposent aux États-Unis des réparations de guerre.
Comme en 1919 ont été imposés à l'Allemagne. Mais ils le croient sincèrement. Ça n'est pas simplement dans le cadre des négociations ou par rapport à leur population. Ils pensent qu'ils ont gagné. Parce que comme ils sont une force beaucoup moins importante que les Américains, s'ils ont continué et pu tirer jusqu'au dernier jour avant la cessation des hostilités, c'est qu'ils ont gagné. Et enfin, vous avez remarqué que les trois parties considèrent qu'elles ont gagné. Oui. C'est-à-dire les Américains, les Israéliens et les Iraniens. Le guide suprême, puisque vous savez qu'il y a un nouveau guide suprême en Iran, qui est le fils de Khamenei, alors que personne ne l'a encore ni vu ni entendu, mais un long message attribué justement au guide suprême a été diffusé aujourd'hui même, cet après-midi, à la télévision d'État iranienne. Il a été lu par cette speakerine. Notre nation gardera sa détermination à venger le sang du guide Khamenei et celui de tous les martyrs des guerres imposées. Notre nation veillera sans relâche à ce que cette vengeance soit accomplie. Michel Goya, c'est effectivement des menaces, mais on n'a aucune preuve. On a des messages du guide suprême, mais pas tant que ça. Hein. Oui. Donc même si c'était pas lui, ceux qui jouent son rôle ne croient pas utile d'en abuser, si je puis dire. Oui, d'une certaine façon, mais il est probable tout simplement que ce ne soit pas lui qui dirige véritablement l'Iran en ce moment, quoi. L'Iran, il est aux mains des gardiens de la révolution, hein, assez clairement même. Voilà, mais ils sont dans aussi. Vous écoutez les discours de Trump et de Mojtaba ou Khamenei ou d'autres dirigeants iraniens, ils se ressemblent beaucoup quand même, hein, toujours dans l'hyperbole, dans la menace, dans le matamor, etc. Mais de fait, ce régime a résisté. Voilà, est toujours là. Donc l'axe politique de cette guerre, pour l'instant, il a échoué. Ils ont résisté militairement. Ils ont toujours une capacité de frappe et surtout, ils ont un atout majeur, c'est cette prise d'otage du détroit d'Ormuz. Au passage, 145 milliards de dégâts, c'est à peu près ce qui est escompté comme gain. Uniquement par le péage sur par le péage. Donc dans ce message, le guide suprême, c'est ce qui m'a semblé le plus saisissant. Sophia Amara veut venger les morts. Là, il est vraiment question de vengeance. Il parle également de conduire Ormuz dans une nouvelle phase, de demander des réparations, de ne pas lâcher prise. Mais le moment le plus fort, c'est la vengeance. Oui, et je profite justement. Ce que vous disiez, c'est très vrai. Il y a ces points de ressemblance entre le discours de Trump et celui des Iraniens. Eh bien, la vengeance, c'est aussi un dénominateur commun. Ouais. Les Américains, nous en Europe, on parle jamais de vengeance. On dit que tel ou tel acte va être puni. On l'a vu à Raqqa, par exemple, quand on nous. C'est-à-dire, on n'ose pas prononcer ce mot. Mais c'est pas notre culture. Or là, c'est un mot qui est mis en valeur. On a été frappé au cœur en 2015. Rappelez-vous les attentats de Paris et de Saint-Denis. Il y a eu des frappes militaires contre Raqqa en Syrie, mais on n'a pas parlé de vengeance. Eh bien, les Iraniens, eux, parlent de vengeance parce que pour eux, rappelez-vous, quand il y a eu la mort de Hassan Nasrallah, ils ont parlé de vengeance. Quand il y a eu la mort de Qasem Soleimani, on a parlé de vengeance. C'est dans leur culture. Sauf que, eh bien, souvent ils parlent de vengeance, mais en fait, la vengeance, c'est un pétard mouillé. Soit ils n'y vont pas, soit ils font semblant. Non, après la mort de Soleimani, il y a eu des salves d'honneur de missiles. Sur des bases américaines en Irak, et ils ont prévenu les bases américaines en leur disant, s'il vous plaît, poussez-vous un peu, on va vous frapper parce que pour les populations locales, ça fait bien, mais personne n'y a pas... Il faut sauver la face. Exactement. Pour celles et ceux qui nous rejoignent maintenant, nous sommes toujours en direct en train d'essayer de comprendre ce qui se passe en Iran avec ce message du guide suprême. Mais à 0h45, vous pourrez suivre cette édition spéciale sur LCI où j'aurai le plaisir d'être avec Christine Chapelle pour commenter en direct le retour sur Terre de la mission Artemis 2. Ça sera passionnant, émouvant. Restez avec nous sur LCI, bien sûr. Revenons à Téhéran, puisqu'à Téhéran, aujourd'hui, nous étions vendredi. À vendredi, vous avez la grande prière du vendredi dans les mosquées. Et là, dans le mausolée de l'imam Khomeini, aujourd'hui à Téhéran, nous avons reçu ces images d'un prêche du vendredi du côté des femmes. Voici ce que les femmes scandaient dans ce mausolée.
Jamais humilié. Sophia Marin. Bon, évidemment, ce sont des images de propagande. Elles ont été choisies pour être diffusées. C'est un slogan en langue arabe avec le Hezbollah, qui est le bras armé de l'Iran au Liban. C'est Hayhat Minazallah. Ça veut dire quoi qu'il arrive, même si on est frappé, les maisons endommagées, sorties de nos maisons, déplacées, on ne capitule pas. On ne dit même pas qu'on a mal. Et ça, c'est une culture. C'est comme ça chez les Iraniens, c'est comme ça chez le Hezbollah, c'est comme ça même chez le public du Hezbollah, qui est un public libanais, qui est dans les rues aujourd'hui. On parlait tout à l'heure des victimes qui ont dépassé les 300 personnes, 300 victimes. Les gens sont dans les rues, les gens sont sous les tentes. Il y a plus d'1 million de déplacés. C'est la 2e fois qu'ils le sont en moins d'1 an. Et quand vous allez les voir, ce public du Hezbollah qui est jeté dans les rues, il vous dit... Même chose, Hayhat Minazallah, ça veut dire on ne nous humiliera pas. C'est comme ça, c'est une culture, c'est difficile à comprendre ici, mais c'est comme ça. Le point le plus important dans ce tournant de cette guerre, c'est le détroit d'Ormuz. Le détroit d'Ormuz qui est encore fermé, dominé par les Iraniens. Et voici ce qu'a dit Donald Trump il y a quelques heures à propos de ce détroit. Les Iraniens semblent ignorer qu'ils n'ont aucune carte à jouer. Ils nient la carte des Iraniens, si ce n'est une extorsion à court terme du monde par le biais des voies navigables et internationales. S'ils sont encore en vie,